Alors, bonjour à tous. En petite intro, juste pour ceux qui ont absolument besoin du Wi-Fi, vous pouvez vous connecter au réseau Lyon. Le mot de passe The Jungle, tout attaché en minuscules. Et pour ceux qui veulent suivre l'événement avec Twitter, on vous invite à prendre le hashtag TomorrowWorks, qui est le nom de l'événement qui nous réunit tous aujourd'hui. Alors, je vais me présenter. Moi, je suis Annabelle et je dirige Lyon, qui est cette école dans laquelle vous êtes ici présents aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Lyon ? Voilà, il n'y a quasiment pas de main levée. Donc je vais vous expliquer. Lyon, c'est quoi ? Lyon, c'est une école qui a été co-créée avec The Family pour pouvoir proposer des formations au format inédit. Sont les entrepreneurs, c'est Charles que vous voyez ici qui va se présenter, qui viennent directement donner des cours, et ils donnent des cours à qui ? Au cadre des grands groupes. Alors pourquoi on fait ça ? On fait ça parce qu'on est persuadé qu'il faut donner les moyens aux collaborateurs à l'intérieur des entreprises d'être eux aussi moteurs du changement et de eux aussi s'inscrire dans ce fameux futur du travail. Alors comment on fait ? Les entrepreneurs viennent, partagent leur expérience, dévoilent leurs outils, font faire les cas pratiques et avec ça, donne aux collaborateurs des grands groupes cette culture, ce pas de côté qu'il est nécessaire aujourd'hui d'aborder. Et avant de laisser donc la parole à Charles, qui est un de nos professeurs ô combien apprécié chez Lyon, je voudrais partager avec vous une conviction qu'on a et qui motive tous les jours le développement de Lyon. C'est que oui, il faut promouvoir l'agilité, recourir de plus en plus à des freelances et permettre le remote. Mais tout ça, ça pourra exister et tout ça, ça existera d'autant mieux si on parie sur les individus et si on parie sur les individus qui sont au cœur du changement, c'est-à-dire ceux qui sont au cœur de l'entreprise. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici tous les jours. Donc je vais laisser sur ces jolies paroles la parole à Charles, qui avant d'être professeur est surtout CEO et fondateur de Comet, dont il va vous parler. Merci beaucoup Annabelle. Donc bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin. C'est vrai que le thème de la matinée, en fait, c'est l'évolution des organisations, le futur du travail, toute cette notion assez nouvelle. En fait, moi, ce qui m'a passionné de l'idée de le faire avec justement une audience plutôt corporate et plutôt grand groupe, c'est que d'une part, je vais vous parler un petit peu de Comet bien sûr, mais nous, dans notre ADN, on a tout de suite interfacé beaucoup avec des grands groupes et on s'est rendu compte, ce qui était génial, c'est que toute la culture, tout l'enseignement au quotidien que nous, on allait chercher pour créer Comet, pour créer une start-up, elle était aussi présente au sein des grands groupes, en tout cas, elle était aussi voulue, et qu'en fait, on vit exactement les mêmes choses. On a tendance à confronter enfin pas confronter, mais à séparer les grands groupes, les startups, etc. En fait, on vit tous la même chose avec des échelles différentes, bien évidemment, mais il y a beaucoup de best practices, beaucoup d'enseignements qu'on peut partager ensemble pour justement permettre d'actionner très vite des changements dans nos manières de travailler. Je vais vous prendre 2 minutes sur Comet. En fait, Comet, c'est très simple. On s'est lancé il y a 1 an, aujourd'hui. On vient de souffler notre première bougie. On était 3 au début. Maintenant, on est 4 fondateurs et on est une trentaine dans l'équipe. Et on a créé un produit qui connecte instantanément les meilleurs freelances dans la tech et dans la data avec des startups et des grands groupes, beaucoup de grands groupes. Et on les connecte d'une manière assez simple, qui est technologique d'une part, parce qu'on a créé un moteur de matching, c'est-à-dire ce qui nous caractérise, c'est que on n'est pas un système. On a essayé de retirer la notion de liste, de catalogue, d'annuaire en fait de cette mise en relation, parce que elle est très chronophage d'un côté pour les grands groupes et elle met le freelance dans une position plus complexe où il se retrouve dans une liste et il ne sait pas trop justement si quelqu'un vient vraiment prendre en considération ses aspirations, son niveau concret. Donc nous on teste chaque freelance qui s'inscrit, sur lequel on vient qualifier ses compétences par la communauté. On a 1500 freelances aujourd'hui que dans la tech et la data, mais on ne les teste pas parce qu'on est un cercle exclusif un peu prétentieux, on les teste simplement parce qu'on veut bien connaître leurs compétences, on veut connaître aussi leurs aspirations, ce qu'ils ont envie de faire, parce que vous, comme vous le savez tous, on recherche tous, quelle que soit l'industrie, quelle que soit la taille, on a tous besoin des meilleurs talents tech data, en l'occurrence, pour se transformer, parce que c'est les grands leviers de transformation. On a tous besoin de devenir une boîte tech. Donc en face, ces talents, eux, sont extrêmement demandés et se font un peu harceler tous les jours. Et donc, on leur propose des projets qui ne sont pas forcément en accord avec ce qu'ils ont envie de faire. Et on se rend compte qu'il y a une forme d'épanouissement dans le modèle qu'on déploie, et on en est vraiment ravis.
Donc ça, c'est Comet. On travaille aujourd'hui avec plus d'une quinzaine de grands groupes. On a démarré plus de 300 projets. Pour vous donner une idée, en janvier, on était à peu près à zéro dans les starting blocks. Aujourd'hui, on a apporté plus de 10 000 jours de mission à nos freelances. Et on a justement donc une communauté de 1500 freelances. Pour revenir sur l'actualité de ce matin, ce qui est important, c'est que je laisserai justement nos experts lors de la table ronde de venir détailler chacun des sujets. Je voulais juste parler un peu d'un sujet qui nous tient à cœur chez Comet, qui est cette notion de bien-être et de culture qu'on entend beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez Buffer, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler beaucoup, mais moi c'est une société que j'admire beaucoup. Buffer a été très transparent dès le début sur sa culture et a construit, je pense, l'une des plus belles cultures au monde en entreprise. Et donc c'est extrêmement intéressant de pouvoir avoir ces enseignements de comment est-ce qu'on est capable d'apporter une culture. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'enseignements à avoir sur le travail à distance. C'est un sujet de fond assez important, d'actualité aussi. Mais en fait, nous, on se rend compte que plus de 30% de notre communauté aujourd'hui veut travailler en remote, donc à distance. C'est aussi assez représentatif. Et il y a des sociétés comme WordPress, que vous connaissez tous, qui sont tellement fortes dans le travail à distance qu'elles n'ont plus de bureau physique. C'est-à-dire que tout le monde travaille à distance. Et le troisième grand axe, c'est aussi plutôt le changement de paradigme face au travail. Moi, ce qui me déçoit parfois, c'est qu'on confronte tous, ou quand vous en parlez à n'importe qui, même à mes parents, c'est que on confronte le salariat et le freelancing forcément, l'indépendance et le salariat forcément, alors que c'est pas vraiment le sujet en fait. Demain, ils vont cohabiter ensemble, pas en symbiose, mais en tout cas, chacun choisira son statut en fonction de l'instant, et on viendra switcher entre le salariat et l'indépendance au fil de l'eau. Et en tout cas, nous, on a constaté que sur notre marché, en tout cas, il y a un vrai changement de paradigme parce que les gens veulent s'accomplir, les gens veulent être libres, veulent choisir leur mission selon différents critères, les technologies, l'intérêt intellectuel pur, l'équipe, la raison d'être, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même qu'il y a une vraie reprise du freelancing en Europe. C'est 150% de croissance sur tous les métiers, mais 600 dans la tech data. Donc on se rend compte que c'est l'un des secteurs sur lequel ça s'accélère beaucoup. Et voilà, je vais juste finir sur tout ça. Je vais avoir le plaisir d'introduire Alain Delprat, qui est justement en charge de toute la partie projet et de la direction de projet chez Renault Digital, qui va justement pouvoir nous faire part de Renault Digital, cette création et l'évolution de l'organisation en tant que telle. Merci à vous. Merci Charles. Alors bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier Comet de nous avoir associés à cet événement et de me donner l'opportunité de vous expliquer comment on a créé Renault Digital et plus particulièrement sur les futurs modes de travaux dont c'est le sujet aujourd'hui. Je voulais également remercier Lyon Exécutif de nous accueillir aujourd'hui dans ces locaux. Donc moi je suis Alain Delprat, je travaille au sein de Renault Digital que j'ai rejoint début juin. Renault Digital est une société qui a été créée en début d'année pour, je dirais, accompagner la transformation digitale du groupe Renault. Donc je vais vous détailler un peu la genèse de Renault Digital et comment aujourd'hui l'ensemble des recrutements a été fait, comment nous travaillons avec nos prestataires externes et notamment les freelances en particulier. Et pour terminer sur quelles questions on se pose, et je pense que la table ronde, en tout cas moi j'ai beaucoup de questions qui seront certainement en adéquation avec ce qui va être traité lors de la table ronde. Donc, pardon. Pardon. Voilà. Donc je voulais démarrer et vous emmener un petit peu dans le futur. Ce que vous avez à l'image, c'est le concept car qui a été présenté à Francfort il y a à peu près un mois, c'était à mi-septembre. C'est le dernier concept car de Renault, en fait, qui explique que l'automobile en 2030, donc là on se situe quand même à plus de 10 ans, c'est une extension de l'habitat et c'est une nouvelle pièce à vivre de sa maison. Donc en fait, c'est la première fois que dans un salon automobile, on a amené une maison et une automobile. Cette automobile est bien évidemment complètement autonome, électrique, hyper connectée. Elle délivre tout un tas de services et elle permet d'emmener sa maison en mobilité quand on souhaite se déplacer d'un point A à un point B, qui est la vision aujourd'hui de l'automobile Renault. Si on revient aujourd'hui en 2017, pour atteindre cet objectif, Renault a beaucoup de transformations à fournir, en tout cas a beaucoup de travail à faire.
Renault Digital en est un grand axe, mais il y a d'autres personnes qui font du digital et qui accompagnent le groupe Renault dans cette transformation. Donc il a été décidé en début d'année de créer cette filiale qui a été co-créée avec le BCG. Donc c'est une filiale 100% du groupe Renault, mais qui est à l'extérieur du groupe, et dont l'objectif principal est de porter la transformation du groupe Renault. Dans un premier temps, on porte cette transformation par principalement amener et développer des produits en mode agile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du go-to-market très rapide et une valeur très rapide à mener aux différents projets. Pourquoi c'est important? Parce que si vous prenez aujourd'hui un constructeur automobile, un projet automobile, c'est 2 à 3 ans dans sa conception. C'est-à-dire que les voitures que vous achetez aujourd'hui, c'est des voitures qui ont été réfléchies il y a déjà 2 ans. Donc le go-to-market, il est quand même assez grand, puisqu'il y a de l'engineering, il y a de la conception, il y a des nouvelles pièces à faire avec ses fournisseurs, donc ça reste des cycles et un modèle en V très très lourd. Donc ce qui veut dire que dans l'ADN de Renault, le modèle en V est quand même ancré au plus profond de la culture de l'entreprise. Donc forcément, l'agile et les méthodes agiles sont une confrontation complète par rapport au mode de fonctionnement d'une société, et notamment des grands industriels qui sont en mode projet. Donc si vous regardez le milieu automobile aujourd'hui, il est vraiment en plein dans sa révolution numérique. Il y a des acteurs comme Tesla qui viennent, qui ont des modèles complètement différents, c'est-à-dire que ce n'est pas des constructeurs automobiles, ils viennent du software et ils se mettent à faire de la voiture. Donc la disruption est partout, elle peut venir de partout. D'où le choix de Renault de créer une filiale séparée, et dont la principale vocation est d'accélérer et de lancer la transformation digitale. Donc on est plutôt en tête de pont de cette transformation. Bien évidemment, le groupe Renault va devoir se transformer, mais on est là pour les accompagner et démarrer et vraiment accélérer cette transformation. Ah, c'est bloqué. Peut-être appuyer sur le petit bouton. Donc je vais passer à la suite. Donc les grandes missions de Renault Digital, c'est de construire ses compétences. Aujourd'hui, beaucoup de ces compétences n'existaient pas chez Renault, des compétences autour du big data, des compétences autour de la user experience. Tout cela n'existait pas, donc il a fallu aller le chercher à l'extérieur et commencer à créer ces compétences-là. Le deuxième aspect, c'est d'amener des nouvelles façons de travailler, donc à travers la méthode agile, des nouvelles méthodologies, et de commencer à les diffuser au sein du groupe. Le troisième point, c'est clairement de délivrer de la valeur, parce que quelque part, on aura une crédibilité, nous, Renault Digital, à partir du moment où on amènera de la valeur à Renault. On a les codes d'une start-up, mais on n'en a pas le financement. On est financé par un grand groupe, on ne fait pas des tours de table tous les 3 mois, donc de toute façon, mais on a quand même des objectifs de valeur comme tout le monde. Donc on aura une existence dans 1 an, dans 2 ans, si on a été capable de démontrer qu'on amène cette valeur-là au sein du groupe Renault, et qui est aujourd'hui très orienté produit et beaucoup moins service. Après, Renault a beaucoup de données, disparates, éparpillées partout, et on est là pour essayer de capitaliser sur ces données qui existent déjà, mais également d'en créer de nouvelles. Vous entendez les assureurs qui veulent récupérer les données d'utilisation d'un véhicule pour adapter vos contrats d'assurance. Ces informations-là, elles viendront de la voiture et de la façon dont la voiture est utilisée. Donc la donnée demain peut venir être une nouvelle source de revenus pour un constructeur automobile, puisqu'on est au cœur et on est ceux qui créons le produit. Et le dernier point, comme l'a dit Charles, cette transformation, elle est tout d'abord, et elle sera premièrement humaine. C'est-à-dire elle passera par les hommes, elle passera par la capacité qu'on aura à transformer, je dirais, l'ADN et la culture d'un groupe comme Renault. Et donc on veut, comme tout le monde, attirer les meilleurs et avoir les meilleurs. Ça, c'est clair. Bien que vous restez là. Donc je vais vous parler, un petit peu gouvernance, parce que Renault Digital, comme c'est une filiale à part, il faut évidemment qu'on ait une gouvernance commune avec le groupe Renault. On ne peut pas vivre à la marge, parce qu'on a besoin de son financement, on a besoin d'expliquer ce qu'on fait, et cette transformation, on a besoin d'être intégré dans la vie du groupe. Donc cette gouvernance, elle repose sur un grand principe, qui est la notion de ce qu'on appelle la control tower, qui va définir qu'est-ce qu'on va faire comme projets digitaux. Et Renault Digital n'a pas vocation à traiter tous les projets digitaux du groupe Renault. On en traite à peu près 10% maximum. En revanche, on prend ceux qui sont data intensive, puisque c'est nous qui avons la compétence sur tout ce qui est big data. On prend également ceux qui sont relativement risqués, ou en tout cas, on veut éviter l'effet tunnel sur les grands programmes qui ont pu avoir lieu, de grands programmes CRM, de grands programmes ERP,
où parfois, pendant 2-3 ans, les gens travaillent et sortent quelque chose qui ne correspond pas exactement aux attentes. Donc on est dans une logique différente, un go-to-market tous les 3 mois et un monitoring de la valeur amenée tous les 3 à 6 mois, et d'être capable d'orienter et de changer éventuellement le scope de ce qu'on est en train de faire. Donc cette Control Tower définit qu'est-ce qui doit être lancé, et Renault Digital peut avoir la possibilité de dire je fais ou je ne fais pas tel type de projet. Parce qu'on considère qu'on n'a pas forcément la valeur ajoutée. Renault Digital, j'y reviendrai un petit peu plus tard, a aussi vocation à construire des assets réutilisables. C'est-à-dire qu'on se veut dans une dimension industrielle et on veut, je dirais, capitaliser sur ce que l'on peut faire au quotidien, à travers chaque projet, d'être capable de construire des briques technologiques qui seront utilisées dans d'autres applications. Ensuite, en termes d'organisation, alors comment ça a été créé avec le BCG? Donc vous avez 2 grandes organisations, vous avez les boîtes grises et les boîtes jaunes. Les boîtes jaunes sont ce qu'on appelle la partie structure, représentent à peu près 10% de l'organisation. Aujourd'hui, on est 90 internes et on est à peu près 200 externes qui travaillent chez Renault Digital, donc on est à peu près 300. La partie interne, ça représente 30 personnes aujourd'hui, grosso modo. Donc, je reviendrai sur la partie structure. En fait, on a 4 grands COI. Donc, on a la partie User Experience, où on va retrouver tous les UX, UI et toutes ces ressources de cette typologie-là. On a le pôle Agile qui va amener tous les coachs Agile et les Scrum Masters. On a la partie Tech qui va amener tous les architectes solutions, les développeurs, back, front, etc. Et on a la dernière partie Data. On va retrouver les Data Scientists, les Data Engineers qui nous aident à construire notre plateforme de Big Data et à délivrer les informations nécessaires pour l'ensemble du groupe Renault autour de la data. Donc eux, c'est des pools de compétences dans lesquels on vient sourcer les différentes personnes lors d'un démarrage projet. Ensuite, il y a la structure, donc je vais passer rapidement sur la partie HR Finance qui est, je dirais, normale dans une société. La particularité, c'est la partie Workload Entry sur laquelle je m'occupe, qui est un peu nouveau dans des modèles tels qu'on peut les voir, où grosso modo, l'activité de staffing est déportée ici, c'est-à-dire que c'est nous qui staffons tous les projets. Donc on va regarder en priorité si on a des internes en adéquation avec les besoins de tel ou tel projet. Quand on n'a pas je dirais, la ressource interne disponible, on va la chercher à l'extérieur. Et on va la chercher aussi bien que ce soit côté freelance que je dirais, des fournisseurs qui vont nous donner peut-être des équipes entières. Parfois, aujourd'hui, il y a beaucoup de fournisseurs qui s'orientent vers ce type de modèle. Donc voilà, on essaie de faire le meilleur staffing en adéquation entre les objectifs métiers de l'application qu'on développe, les particularités et les ambitions aussi des différents collaborateurs. C'est-à-dire que je pense qu'on arrivera à conserver les meilleurs chez nous à partir du moment où on met la personne qui a envie de travailler sur tel sujet. Et c'est valable pour les internes, mais c'est quelque chose qu'on prend en compte aussi pour les externes, parce que ce qu'on veut éviter, c'est des taux de rotation trop rapides, et garder quand même des équipes stables, on va dire 6, 9, 12 mois, à peu près. Donc ça, c'est pour la partie Workload Entry. Après, au niveau, un point important, dans cette organisation, il n'y a pas de middle management. Donc aujourd'hui, en cible, on doit être 300 à peu près. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de middle manager. Donc c'est pour ça que le rôle de staffing et le rôle de middle management aujourd'hui est éclaté sur l'ensemble de la structure. Donc la partie RH va gérer la partie RH du collaborateur. La partie staffing va gérer je dirais, le positionnement des gens sur quel projet, pourquoi, etc. Les verticaux, les différents pôles technologiques ou data, etc., eux vont avoir des tech leads, vont avoir des gens qui vont être leads dans leur centre d'expertise, mais vraiment autour de leur expertise. Donc c'est eux qui vont commencer à créer les assets qui vont être utilisés dans l'ensemble des projets. Mais globalement, on se veut une organisation flat. Le dernier point qui est excessivement important, pourquoi on veut ça? C'est parce qu'on veut un rythme de décision à la semaine. On a un operational rhythm qui est à la semaine, où toutes les semaines on voit les entrées de charge, les allocations de ressources sur les projets. On voit ce qui arrive, ce qui rentre, ce qui sort, comment on va sortir les choses et les retransférer au groupe Renault. Et on est capable aujourd'hui de prendre une décision de recrutement en moins d'une semaine. On est capable de prendre une décision de lancer un projet en moins d'une semaine. Parce que toujours derrière, on a ce go-to-market qui est toujours en tête, parce qu'il faut qu'on aille vite. Alors comment ça s'est construit la structure et quelle est la composition cible approximativement de cette structure? Aujourd'hui, vous avez donc sur la partie gauche ce qu'on considère qui vient du groupe Renault, et je dirais que ce n'est pas tout à fait exact parce qu'il y a une bonne partie de gens qui viennent de Renault. C'est-à-dire on veut un mélange de culture chez Renault Digital. On ne peut pas être complètement, je dirais, en dehors de la culture Renault parce que les outils qu'on développe ont des problématiques techniques d'intégration dans le monde IT de Renault, donc on a besoin de toute façon d'avoir cette connaissance-là et de connaître les gens qu'il faut activer pour avoir une activation, je dirais, fluide. Donc grosso modo,
je dirais ce qui est aujourd'hui la structure de Renault Digital, c'est 50% de gens qui viennent du groupe Renault et 50% de gens qui viennent du monde de l'extérieur. Et au niveau de l'extérieur, les recrutements, ils ont été de deux ordres. Soit des gens qui viennent de grands groupes industriels, comme moi je viens de General Electric, donc on vient plutôt du grand monde du B2B et du monde industriel, et des gens qui viennent plutôt du milieu du start-up, de l'entrepreneuriat, ou en tout cas très orientés marketing, CRM, etc. Plutôt dans des plus petites structures. Et on a à peu près un mix à 50-50 de ces recrutements externes qui viennent de ces origines-là. Après, on fait travailler tout un écosystème de fournisseurs, puisque aujourd'hui, je vous dis, au mois de février, Renault Digital, c'était 10 personnes. Aujourd'hui, on est plus de 300, donc on a eu une phase de ramp-up et d'industrialisation de ce ramp-up qui a été assez intensif. Donc ça a été un gros challenge dans les mois passés. Donc on a dû démarrer avec beaucoup de fournisseurs. Au début, on a plutôt staffé avec des fournisseurs, puisque les recrutements internes sont arrivés au fur et à mesure. Quand bien même on prend une décision de recrutement en une semaine, la personne, elle met 2 à 3 mois à arriver, puisqu'il faut qu'elle sorte de là où elle est, et puis le temps qu'elle arrive, il y a forcément un lag time qui fait qu'il y a un petit peu de décalage. Donc on a démarré avec beaucoup de fournisseurs. Comme on a une phase de ramp-up très importante, même quand il y a des internes qui rentrent, ils ne remplacent pas forcément un externe qui est là, donc on a gardé à peu près quasiment tout le monde. Enfin, je veux dire, on est à l'ordre de 2-3% de rotation aujourd'hui des externes, ce qui est quasiment rien. Et on a dû s'appuyer sur un grand nombre de freelances, pour une raison simple, c'est qu'on avait besoin de construire ces briques technologiques, donc on voulait les meilleurs. Donc on a fait appel à Comet, on a fait appel à d'autres partenaires pour faire du portage salarial de freelance, puisque un certain nombre de gens qu'on a fait venir du monde extérieur et qu'on fait le pari de venir chez Renault Digital étaient aussi des freelanceurs. C'est-à-dire le patron, par exemple, du pôle tech est un ancien freelanceur. Et donc il avait un réseau à lui-même qu'il a pu amener et qu'il a pu faire travailler. Et ce qui a permis de gérer cette accélération et de partir tout de suite avec les bonnes briques, les bons objectifs en termes de stack technologique que l'on voulait utiliser et de la façon dont on voulait les utiliser. Ça aujourd'hui, c'est la culture de Renault Digital, elle est en train de se mettre en place parce que c'est forcément, donc à peu près c'est 25% de Renault, 75% de gens qui viennent du monde extérieur. On a moins de 9 mois d'existence, donc forcément cet aspect culturel est très important pour nous, on est en train de travailler dessus, mais aujourd'hui on n'a pas complètement terminé quel doit être l'ADN et la culture de Renault Digital. On sait que c'est une culture qui vient d'un mix et d'un brassage de plein de gens qui viennent de partout. Alors maintenant pour passer et faire un peu la transition sur c'est quoi les next steps et ce qu'on va discuter je pense autour de la table ronde, parce que c'est quand même l'objectif. Aujourd'hui, donc Renault Digital, avec 9 mois d'existence, on a développé plus de 22 produits aujourd'hui qui sont en production, ou qui seront en production à la fin de l'année. On aura 15 000 utilisateurs en interne chez Renault qui utiliseront ces applications, et plus de 250 000 à l'externe sur toutes les parties où les clients vont pouvoir se connecter. Aujourd'hui, on a un objectif de valeur par rapport à ces applications, et on est bien au-dessus de nos objectifs qui étaient fixés en début d'année. Donc les questions qu'on se pose aujourd'hui, on a grossi très très vite, on a un ADN, comme je l'ai dit, qui est ce qu'il est, on réfléchit sur nos valeurs culturelles. Maintenant, se posent des questions de comment on va passer à l'étape suivante, puisque comme l'a dit Charles, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler à distance. On sait qu'on a plein de très très bonnes compétences qui ne sont pas sur la région parisienne, tout simplement. On se pose des questions, nous, comment faire travailler nos partenaires en Inde, c'est-à-dire que Renault a une filiale en Inde au niveau DSI, sur laquelle elle s'appuie énormément pour faire ses développements, et quelque part, que vous fassiez du remote, je veux dire, entre Boulogne et Neuilly-sur-Seine, ou que vous fassiez entre Boulogne et l'Inde, ou Chennai, c'est exactement la même problématique, à partir du moment où les gens ne sont physiquement pas à côté. Donc ça suppose deux choses. Un, une évolution de notre modèle. Aujourd'hui, on est sur un modèle complètement colocalisé, c'est-à-dire on met tous les gens ensemble. Donc c'est plus facile à gérer, mais on sait qu'on se prive d'un écosystème important. Donc on a besoin de faire évoluer ce modèle et on a besoin d'être beaucoup plus proactif dans notre façon de staffer. Aujourd'hui on a staffé parce qu'on avait besoin de faire rentrer beaucoup de monde, donc on a fait rentrer qui on trouvait, mais on essayait de focaliser sur les meilleurs. Maintenant il faut qu'on sache aussi incentiver nos internes sur quoi on les met, nos freelanceurs sur quel sujet on les positionne. Et après, comment on s'appuie, on fait l'effet de levier sur des sociétés qui, elles, sont plutôt sur des business models de mettre une équipe de dev ou toute une équipe complète, donc qui voudrait dire qu'on outsourcerait complètement le développement d'une application, puisqu'il y a beaucoup de sociétés alors, qui sont plutôt des startups qui ont bien vécu, qui ont 5 à 10 ans, mais qui sont des experts dans leur domaine et qui sont reconnus sur la place de Paris, qui, eux, poussent pour ce type de modèle.
Donc on est dans cette réflexion-là en termes de modèle, et après il y a tout l'axe géographique, qui est évidemment extrêmement important pour nous, puisqu'on a des indépendants qui veulent faire du remote work, mais on a aussi nos internes et nos salariés qui veulent aussi travailler à la maison. On sait que si on veut les garder, si on veut les fidéliser, il faut qu'on soit capable de les faire travailler, sur les sujets qui les intéressent, mais qu'on sache les faire travailler sur comment eux voient la vision du travail et comment ils voient leur place au sein de Renault Digital, et qu'ils y soient bien, parce qu'ils resteront à partir du moment où ils sont bien. Donc c'est toutes les questions qu'on se pose. Je pense que c'est une bonne transition pour la table ronde, et je suis tout à fait ouvert à répondre à vos questions. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que déjà il y a des questions? On va faire passer le micro s'il y en a pour Alain. Soyez pas timide. Ah bah voilà, on a une question. Je te donne... En fait, moi, simplement, on se côtoie avec Renault Digital, on se connaît depuis février. Ce que j'ai retrouvé remarquable, en fait, c'est que nous, on a tendance, et je suis assez direct, mais c'est sincère, c'est que quand vous allez voir n'importe quel freelance tech data sur la place, en tout cas il y a un an, quand vous allez les voir, le grand groupe avait perdu un petit peu face aux GAFA ou face aux startups. C'est-à-dire que dans la guerre des talents, on se rendait compte que quand on était Google ou Amazon, on avait un sourire plus important sur la tête du freelance, entre guillemets, que sur le visage du freelance, que quand on était un grand groupe. Et ça change beaucoup. Et ce que je trouve remarquable, c'est que Renault Digital, aujourd'hui, nous, on le voit, on a nos 1500 freelances dans Slack, en fait, donc tout le monde discute. Et ce qui est intéressant, c'est que la notoriété, l'image aussi sur la place de Renault Group et Renault Digital a extrêmement grandi. Est-ce que, et grâce au modèle, grâce à la culture qui est en train d'émerger, est-ce qu'on peut imaginer que l'organisation sur Renault Digital peut demain rayonner au sein du groupe en lui-même? Est-ce que c'est une vocation de Renault Digital aussi de transformer, non pas juste par projet ou par produit, mais aussi de transformer l'organisation du groupe? Est-ce que c'est un peu un lab aussi, un RH ou pas du tout? Est-ce que c'est pas la mission de Renault Digital? Alors, c'est un axe de la mission. Le premier objectif est quand même de transformer la partie IT. Donc, parce que c'est là où on rencontre, je dirais, les problématiques, les premières, puisque les produits qu'on fait sont des produits technologiques, donc on a besoin des infrastructures, on a besoin d'intégration. Donc aujourd'hui, comme on a un rythme quasiment à la semaine, de sprint à la semaine, et on se confronte à un monde IT, je dirais, classique, avec beaucoup de fournisseurs derrière qui marchent sur des systèmes de ticketing qui sont outsourcés et qui ont des SLA à 15 jours. Donc forcément, quand vous avez besoin d'un accès à une donnée en une semaine et que le ticket c'est 15 jours, ça pose des problèmes. C'est ni plus ni moins que ça, mais ça c'est fondamental parce que quelque part ça bloque le delivery du projet et l'engagement qu'on a pris de délivrer quelque chose en 3 mois. Donc aujourd'hui, c'est des vraies problématiques qu'on rencontre. Donc on est très axé sur la transformation de la DSI parce que c'est vraiment nos points de blocage et nos pain points qu'on rencontre aujourd'hui. Maintenant, bien évidemment, on essaye d'insuffler cette culture, que ce soit la R&D, que ce soit l'engineering, dans la supply chain, au niveau du commerce, etc. Donc le commerce, historiquement, a déjà démarré depuis un certain temps, puisque confronté à une exposition client et à vouloir traiter une expérience client, forcément, ils ont démarré il y a un certain temps. Mais on va dire des mondes comme l'engineering, comme je l'ai dit, qui sont en V-modèle pur et dur, sur des cycles à 2-3 ans. Si vous arrivez, vous leur dites on va faire une voiture en agile, ils vous regardent avec des gros yeux et vous passez pour un charlot. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible. Moi, je viens de chez General Electric, l'engineering est passé en mode agile chez General Electric. Donc c'est faisable. Ça s'accompagne, on ne fait pas tout à fait de l'agile comme on le fait potentiellement dans le software, parce qu'on est quand même sur du produit physique, mais il existe des méthodes et il y a des gens qui arrivent aujourd'hui à faire ce type de transformation. Donc effectivement, il faut qu'on arrive à amener le COMEX, parce que le premier but c'est d'amener la direction de Renault déjà à comprendre c'est quoi l'agile. Et je pense que Lyon en sait quelque chose. C'est quelque chose sur lequel le BCG nous a beaucoup aidé. Donc ce copartenariat de création avec eux a été très important parce que ils nous ont beaucoup aidé pour simplifier, vulgariser. Et comme on est maintenant 6 mois après avoir démarré les premiers projets, on a les premières valeurs qui sont sorties. Donc on est capable de venir avec du fact-base et de dire voilà ce qu'on a fait, voilà comment on l'a fait, et voilà ce que ça donne 6 mois après. Et là, il y a un petit effet waouh, où même parfois les gens se disent c'est vraiment ça l'agile. Et donc là, la prise de conscience par l'exemple est certainement la meilleure. Bon, maintenant, on a convaincu, je dirais, 15 à 20 personnes. Il va falloir descendre dans l'organisation et le challenge de la transformation, il est vraiment là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a une. Attendez, comme c'est retranscrit en direct, je vais vous donner le micro.
Bonjour. Bonjour. Christine Allary, je suis journaliste à management. Je voulais vous demander, dans les 22 projets que vous avez finalisés, c'est quoi un peu la nature de ces projets? C'est des choses très très précises, pointues, ou c'est un peu... Alors il y a différentes catégories, enfin je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il y a des applications de type plutôt reporting, mais basées sur du big data. Donc, parce qu'en fait, il y a une chose que je n'ai pas spécifiée, mais le CDO fait partie de Renault Digital. C'est-à-dire le CDO de Renault, c'est le patron du pôle data. Donc c'est lui qui organise toute la gouvernance autour de la donnée chez Renault, etc. Et toute la compétence de data scientist, enfin surtout les data scientists qui sont importants quand on veut commencer à faire du machine learning, de l'intelligence artificielle, c'est vraiment ces personnes-là, et elles sont basées au sein de Renault Digital. Donc on fait beaucoup de projets data, aujourd'hui on a à peu près 10-15, donc ils sont soit orientés du reporting, soit sur de l'analyse complexe. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des sujets comme tout ce qu'on appelle la diversité dans un véhicule, c'est-à-dire vous avez un modèle, et puis vous avez X options, et puis vous avez X versions, enfin vous avez X versions, et après vous pouvez décliner avec X options. Ce qui fait des combinaisons à quasiment plus d'1 million pour un même véhicule. Donc après, il y a comment vous analysez votre mix de coûts d'investissement versus ce que vous allez récupérer par rapport aux options que vous allez mettre dans une version ou dans une édition spéciale. Qu'est-ce que ça va vous rapporter par rapport à votre coût de revient? Et parce que les mix peuvent être très importants. Donc là, il faut être capable de faire beaucoup de calculs en masse. Donc ça, c'est les sujets vraiment orientés data. On a des sujets qui sont, je dirais, orientés supply chain, donc dans l'usine. Parce que, enfin, on ne fait pas que du... c'est pour ça qu'on est sur un modèle B2B et B2B2C. Typiquement, c'est optimiser le temps de travail des gens en usine. C'est-à-dire aujourd'hui, une usine automobile, c'est grand, un chef d'équipe, il a des kilomètres. Enfin, en fait, quand on se rend compte, il parcourt des kilomètres par jour pour pouvoir faire le tour de ses équipes, aller régler des problèmes, aller voir ce qui se passe, etc., quand il y a un arrêt sur la chaîne de production. Donc aujourd'hui, on l'équipe de tablettes et il a tous ses indicateurs sur la tablette et il est capable déjà de régler un paquet de problèmes directement depuis la tablette. Et surtout, il va directement au bon endroit. C'est-à-dire qu'il a l'information de là où il doit aller, parce qu'avant, il faisait des tournées. Donc ça, c'est des choses au niveau de la supply chain. Après, il y a beaucoup de sujets autour du transport, puisqu'on a des usines qui produisent des voitures et puis il faut les amener jusqu'au client. Donc la problématique transport est importante et la problématique stockage de la voiture est importante. Donc il faut optimiser le flux, donc ce qu'on appelle le flux aval, de la sortie d'usine jusqu'à amener la voiture au client. Et ça passe par des étapes de stationnement de voiture. Ne serait-ce que savoir où est-ce que vous avez mis la voiture qui doit aller partir pour, je ne sais pas si elle est produite en Espagne, elle doit partir en France pour être vendue à Bordeaux. Bah, tout ce flux-là, et l'optimisation de ce flux, donc réduire le temps d'attente de la voiture. Donc, parce que ce qui est important, c'est ça, le client attend sa voiture, elle est finie, il l'attend. Et en fait, il faut être capable de réduire ce temps-là aujourd'hui. Ne pas perdre un véhicule. Ça peut faire sourire, mais... Enfin, savoir où est-ce qu'on l'a parqué, parce que le transport ne part que dans un mois, donc on va le mettre à un endroit, etc. Et stocker. Enfin, de toute façon, c'est du stock. Donc ça coûte à l'entreprise tant qu'elle reste, je dirais, sur un parking. Donc il y a des applications au niveau de l'optimisation des flux logistiques. Après, on a des applications qui sont beaucoup plus orientées R&D. Donc on travaille sur les sujets de voitures autonomes. Mais pour rendre une voiture autonome, il faut déjà créer des scénarios. Et il faut en créer beaucoup. Donc on est incapable de les créer à la main, donc il faut créer des algorithmes qui vont créer les scénarios, après il faut les exécuter, et après il faut analyser le résultat. Donc typiquement c'est le genre de projet où on va intervenir plutôt sur la partie création des scénarios et analyse des résultats. Puisque la partie du milieu d'exécuter, c'est vraiment du calcul mathématique pur et dur. Et alors juste une autre question, vous êtes implanté physiquement dans les bureaux de Renault ou au BSCG ou ailleurs? On a nos propres bureaux, on est à Boulogne-Billancourt, au Pont-de-Sèvres, donc pas très loin du siège de Renault, on est à 3 minutes à pied. On est colocalisé avec des gens qui travaillent plutôt sur les nouveaux business models, donc il y a une organisation qui s'appelle ACMS chez Renault. Et donc on travaille beaucoup avec eux, parce qu'eux travaillent sur les business models, mais nous on fournit les données sur lesquelles ils vont s'appuyer. On est localisé là pour des problématiques géographiques, principalement, parce que les 2 sites historiques de Renault sur l'île de France, en tout cas pour tout ce qui est IT et digital, c'est plutôt le Plessis-Robinson, le Technocentre. Avoir des gens de Paris, ou en tout cas c'est le cas pour nos salariés, mais pour, je dirais, nos externes, qu'ils soient freelanceurs ou pas, leur dire qu'ils vont aller travailler au Technocentre, c'est une vraie problématique. Le Plessis, c'est déjà compliqué.
Le technocentre, c'est une vraie problématique pour attirer les gens et pour être sûr qu'ils vont aller jusque là-bas. Donc le choix de Boulogne a été fait d'être accessible en métro, en Vélib, etc. Mais enfin, c'est pas anodin et beaucoup de sociétés rencontrent ce problème-là. Merci beaucoup. C'était passionnant et je pense que de toute façon on aura un peu de temps après pour poser d'autres questions et se parler après 11h. Là, maintenant, place à la table ronde et du coup on va débattre des sujets dont on a parlé ce matin qui sont cette fameuse agilité, le recours au freelance et comment on arrive à permettre de plus en plus le remote. Et pour ça, on a la chance et l'honneur d'accueillir Marguerite de WeShare qui va modérer cette table ronde et nous présenter toutes les personnes qui vont parler ce matin. Merci beaucoup. Bonjour. Oula, c'est un micro très fort. Voilà. Donc moi je suis Marguerite Grandjean, donc affiliée à WeShare entre autres. Je suis directrice d'études sur les sujets de l'économie de plateforme et de l'avenir du travail en particulier. Donc je vais aujourd'hui modérer cette table ronde qui concerne, Charles et Annabelle l'ont très bien entendu, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais l'innovation managériale, l'avenir du travail, c'est-à-dire les nouvelles formes de travail au service de l'agilité, ce nouvel impératif pour les entreprises dont on sait parfois pas trop ce qu'il veut dire, qu'on va y revenir. Et sans plus tarder, du coup, je vais demander à tous mes intervenants de me rejoindre, de s'installer, comme ça je vais pouvoir les présenter. Alors pour information, je demande à Alexandra de se mettre au centre, parce que souvent les panels aujourd'hui sont composés à 100% d'hommes. Donc en cette période, vous l'aurez remarqué, de revendication des droits féminins, je tiens à mentionner sa présence et la mienne, parce que nous avons une mixité à défaut d'une parité aujourd'hui sur ce panel. Alors, je vais prendre ça. Donc du coup, pour également renforcer la présence d'Alexandra, je commence par elle. Donc Alexandra Cochard, tu es fondatrice de Shaker, qui est une agence de conseil en démarche d'innovation chez les entreprises de toute taille. Donc c'est-à-dire impliquer les collaborateurs dans les démarches d'innovation et de transformation des entreprises. Tu as travaillé avec de nombreuses entreprises, dont le Crédit Agricole notamment. Et puis tu es membre également d'un nouveau collectif de travail, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, qui s'appelle Mangrove, qui ressemble un peu à WeShare. J'enchaîne avec Rodolphe Dutel, je prends par ordre alphabétique, il n'y a pas de secret. Rodolphe Dutel, tu es fondateur de Remotive.io, si je prononce bien, qui est une communauté de travailleurs à distance. Alors tu nous en diras peut-être un peu plus, pas trop parce que bon, on n'est pas là pour faire sa pub. Et tu es ancien responsable des opérations, donc COO de Buffer, dont Charles a parlé ce matin, qui a quand même une centaine de salariés, hein, c'est une grosse entreprise, et qui fonctionne pratiquement uniquement en remote, si j'ai bien compris. Alors remote, télétravail, travail à distance. Hein, voilà. On va se mettre une petite règle du jeu d'ailleurs pour ceux qui ne comprennent rien aux anglicismes, étant donné qu'on va en avoir pas mal, je pense, notamment parce que Rodolphe parle souvent plus américain que français. Donc pour ceux qui comprennent rien aux anglicismes, n'hésitez pas à lever la main très rapidement, comme ça moi je ferai une petite traduction à la fin sans vous interrompre. Voilà. Mais du coup, bon, tu nous diras ce que veut dire remote par rapport au télétravail, mais bon, pour l'instant je parle en français. Voilà. Et donc avant ça, Rodolphe, tu étais à Google et tu es vraiment notre spécialiste du télétravail aujourd'hui. Je passe à Johan Guilini, toujours par ordre alphabétique, qui est DRH adjoint de la direction informatique des réseaux France de la Société Générale. Et Johan nous parlera plus précisément de la politique de télétravail qu'il a mise en place à la Société Générale ou SOGÉ, pour ceux qui y sont. Olivier Leclerc, je termine par toi, cofondateur du réseau des activateurs. Alors il y a un petit jeu de mots, donc ça commence par un H, A-C-K, activateurs, voilà. Les activateurs qui fédèrent un certain nombre de gens qui se lancent finalement dans l'aventure de l'intrapreneuriat. Voilà. Donc si je peux le décrire comme ça, après tu peux revenir évidemment sur la définition. Et Olivier qui doit partir avant 11h, donc n'hésite pas à partir ou à me le rappeler si j'oublie. Voilà. Alors, avant de commencer par du coup le premier thème qui nous agite aujourd'hui, qui est l'agilité, je vais vous donner juste deux petites règles du jeu. La première, c'est qu'on aura 15 minutes de questions à la fin, donc n'hésitez pas à noter vos questions pendant l'intervention, parce que souvent on oublie.
nos questions. Donc n'hésitez pas à réfléchir dès maintenant. Et puis la deuxième, j'en ai parlé, c'est les anglicismes, les fameux. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous ne comprenez rien. Donc je passe au premier thème qui nous intéresse, il s'agit de l'agilité. Alors l'agilité, moi j'avoue que ça me laisse toujours un petit peu perplexe. J'ai trouvé une très belle définition, très complète dans le McKinsey Global Institute, dans un des articles de cette prestigieuse institution. Je ne vais pas vous la donner parce que je respecte que c'est le matin et qu'on est un peu fatigué. Ce qu'on retient ici, c'est qu'il s'agit bien d'agilité humaine. Donc il s'agit plutôt d'adapter ici les stratégies de recrutement, les réponses aux aspirations des travailleurs. C'est de ça dont il s'agit, plus que d'agilité technologique, de processus, etc. Donc Olivier, du coup, j'aimerais bien te poser 2 questions en introduction. La première question, ça va être qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui finalement dans une entreprise d'être agile, d'être ouvert en pratique. Et puis la deuxième question, je te la pose directement, c'est est-ce que les entreprises aujourd'hui, dans ton expérience, deviennent vraiment agiles ou pas du tout? Merci pour ces 2 questions. Bonjour, bonjour à tout le monde. Moi, je participe d'un collectif qui s'appelle les Activateurs, une association plutôt qu'un collectif, de bougeurs de ligne, de personnes qui sont dans les grandes entreprises, dans les moyennes entreprises, indépendants, pas indépendants, qui essayent de faire bouger les choses, et donc quelque part qui sont militants d'une certaine agilité dans l'organisation à l'intérieur desquelles ils agissent. Alors aujourd'hui, et mon expérience, parce que je suis aussi salarié de grands groupes, donc j'essaye de vivre, ou plutôt je vis ce quotidien du salarié à l'intérieur du grand groupe, et ce relatif manque d'agilité, cette rigidité qui existe à l'intérieur de ces environnements-là. Et aujourd'hui, oui, il y a un appel à une certaine agilité, il y a une demande d'une certaine agilité dans les environnements. Je crois qu'aujourd'hui, on est surtout dans un basculement entre un modèle unique, quelque chose de monolithique, de quelque chose de normatif dans la façon de fonctionner des organisations, très post-taylorienne, et une aspiration des salariés à faire un peu différemment. Et aujourd'hui, ça craque de tous les côtés. En tous les cas, c'est ce qu'on voit. Et nous, on essaye, du côté des activateurs, d'essayer de documenter ça et essayer d'avoir quelques actions concrètes autour de ce genre de choses. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'agilité ? Pour répondre aux aspirations des salariés, premièrement, il y a une quête de sens aujourd'hui, il y a un besoin de se retrouver et d'être impliqué dans son travail. En tous les cas, il y a une réelle demande de ça, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas, je crois, très mal entendu à l'intérieur des organisations, et donc ça génère du mal-être, ça génère pas mal de choses autour du burn-out, autour de ce genre de phénomènes et de conséquences qu'on peut avoir. On parle de qualité de vie au travail, super. Je ne suis pas certain qu'une conciergerie réponde beaucoup à l'aspiration des salariés et facilite l'agilité. Moi, je crois beaucoup plus à libérer l'initiative, à faire confiance, à lâcher prise. Alors, c'est facile de le dire, c'est pas facile de le faire. Et moi, je suis intimement convaincu que ça passe par l'initiative de quelques-uns qui se regroupent et qui font un peu de corporate hacking de l'environnement dans lequel ils sont, et qui, parce qu'ils croient à ce qu'ils font bouger les choses. Ouais, donc mal-être dans l'entreprise. Est-ce que pour toi, il y a des freins forts dans ces démarches-là? Et les autres, n'hésitez pas à répondre aussi, surtout ceux qui ont des expériences dans ce type d'entreprise. Oui, aujourd'hui, on a surtout des freins, quoi. On a surtout des freins. C'est vrai que quand on... je témoignais tout à l'heure, on parlait avec Alexandra. Moi, je me suis occupé chez Alcatel-Lucent d'un programme d'intrapreneuriat. Alors, c'est pas l'alpha et l'oméga de tout, mais je crois que c'est un moyen, parmi d'autres, de stimuler une agilité, de remettre du sens, parce que les intrapreneurs en général sont convaincus par ce qu'ils font, de remettre un peu de sens. Et on avait des séances de pitch face à des décideurs de l'entreprise. Et moi, j'ai eu des patrons qui sont venus me voir à la fin en me disant... disons, les salariés, quand ils sont engagés, ça envoie le bois et ça fait des choses vraiment pas mal. Alors, c'est un truisme. Sauf que je pense que pour cette personne-là, quand elle est venue me le dire, c'était une révélation. Et donc, oui, il y a beaucoup de freins. Et il y a beaucoup de freins qui sont liés à des croyances, qui sont liés à une culture, qui sont liés à un mode de fonctionnement managérial, je dirais, qu'on reproduit depuis des années et des années, qui est un mode de contrôle.
autre chose, moi, qui me frappe, ça fait 25 ans que je travaille, ça fait 25 ans que je vois des programmes de développement personnel, de développement des managers à l'intérieur des entreprises qui s'appellent passer du mode manager au mode leader. Enfin, je veux dire, on va en vendre pendant combien de temps encore des programmes comme cela? Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas appuyer là-dessus, ça veut dire aussi que ça ne fonctionne pas aussi bien que ça. C'est aussi une des actions qu'on essaye d'avoir avec les activateurs, c'est d'essayer d'expliquer aussi que ce mode de fonctionnement-là, où l'action de l'individu ou du collectif est légitime à être revendiquée, c'est quelque chose qu'on essaye de donner aussi dans des écoles d'ingénieurs, dans des écoles de commerce, parce que ça commence quelque part au plus jeune âge. Et voilà, essayer d'agir sur l'ensemble de cette courroie de transmission. Donc oui, des freins, il y en a énormément. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser submerger par ça, mais il y a possibilité d'avoir des actions. Et un des moyens d'action, c'est de faire vivre, je crois, l'expérience aux dirigeants de l'entreprise, aux managers de l'entreprise. Moi, j'aime bien les mettre, pas nécessairement dans une position de censeur. Vous savez, comme les maîtres à l'école ou les maîtresses à l'école qui donnent des bons points, des bonnes notes. Ce projet-là, il est intéressant, on va le continuer. Ce projet-là, il n'est pas intéressant, on va l'arrêter. L'idée, c'est de les associer à ce genre de choses, de les faire passer d'un mode de censeur à un mode de sponsor, à un mode de je parie sur. Et ça, c'est effectivement un travail, je pense, assez long, mais je suis convaincu et très optimiste sur le fait que ça puisse effectivement déboucher. Oui, donc tu parles d'un changement culturel et aussi d'une sensibilisation des différents niveaux de management finalement pour qu'ils prennent un rôle. Alexandra, tu veux réagir ? Oui, deux points pour abonder le propos d'Olivier. Moi, je pense que l'agilité, ça repose aussi du coup sur la co-construction de la transformation, sur la co-construction des démarches d'innovation avec les collaborateurs. Ce que tu disais sur le bien-être au travail, c'est qu'effectivement, co-construire, ça a un impact sur les causes internes au fonctionnement des entreprises qui créent le désengagement au travail. Les causes internes du fonctionnement des entreprises qui créent le désengagement, elles sont connues, elles ont été posées par Hubert Landier, notamment, qui est un éminent professeur et chercheur sur le désengagement. C'est quoi? C'est l'incompréhension des changements en cours par les collaborateurs, c'est le manque de méthode des managers pour embarquer le collectif, c'est la centralisation des décisions et de l'innovation, c'est le manque de marge de manœuvre, le manque d'autonomie des collaborateurs, le développement de la solitude au travail. Et en fait, quand on co-construit la transformation, quand on co-construit l'innovation avec les collaborateurs, et ben, l'innovation elle est plus centralisée, elle est partagée, les changements ils sont compris parce qu'ils ont été impulsés et co-construits avec les collaborateurs. Il y a une démarche de communauté qui s'inscrit et donc du coup qui met fin au sentiment de solitude. Et ça, en fait, ça paraît évident. Et en fait, le réflexe de la co-construction, il est encore trop rare dans les entreprises. Un deuxième point aussi sur les freins, c'est que on oublie souvent d'impliquer les collaborateurs et de leur faire vivre cette expérience d'ouverture. Très souvent, on voit des labs d'innovation qui sont parfois hors des murs, où il y a quelques hauts potentiels et des startups, mais en fin de compte, qui diffusent ni la culture, ni les mentalités, ni les méthodes de travail en interne. J'ai un contre-exemple là-dessus, c'est la Villa Bonne Nouvelle d'Orange. La Villa Bonne Nouvelle d'Orange, depuis 3 ans, ils intègrent dans leurs locaux des freelances, des entrepreneurs, pour observer leur méthode de travail et faire en sorte que ce soit diffusé au sein du groupe Orange. Quotidiennement, il y a des collaborateurs qui viennent rencontrer les freelances, qui viennent tester la pluriactivité. Et ça, c'est la diffusion en interne, c'est vraiment un enjeu pour que l'agilité concerne tout le groupe. Oui, à propos d'exemples, je pense que la Société Générale, avec son nouvel établissement des Dunes, et donc notamment le plateau, qui est un lieu qui a été créé pour accueillir, héberger des startups qui sont internes ou externes, est aussi un exemple justement d'intégration au sein des locaux de cette innovation. Et c'est vraiment notre volonté aujourd'hui de dire on le fait en interne et on ne le fait pas effectivement en externe. Merci. Bravo à la Société Générale, du coup. Chapeau. C'était juste pour prendre un exemple plus près. En fait, voilà, c'est ça.
Oui, non, mais c'est très bien d'avoir des exemples. N'hésitez pas à poser plus de questions pour avoir plus de détails sur ce type d'exemple, parce qu'en fait, c'est pratiquement que par les exemples qu'on voit ce qui marche ou pas, quoi. Donc n'hésitez pas à revenir là-dessus à la fin. On a un thème large, donc je vous propose d'avancer sur le deuxième sujet, qui est d'ailleurs en lien. On parlait d'engagement au travail. Du coup, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le travail à distance, c'est une forme d'engagement au travail? Alors juste pour clarifier un petit peu, le télétravail, donc bon, aujourd'hui on dit le remote, ça a toujours un peu existé, hein, on en parlait avec Joanne notamment, quand on est dans un grand groupe multisite, avec une présence en région, finalement on fait déjà du télétravail, et puis ça existe déjà depuis les années 70. En fait, le télétravail, c'est un Américain qui a créé ce mot-là, et ça date de 1972. Voilà, donc c'est pas complètement nouveau. Autre chose que je voulais souligner, c'est que on voit beaucoup de chiffres qui circulent. Alors notamment Muriel Pénicaud a cité le chiffre de 17% des gens qui souhaiteraient aujourd'hui, enfin plutôt 80% qui souhaiteraient télétravailler, mais que 17% qui le font réellement plus d'un jour par semaine. Alors en fait, ces chiffres sont à prendre vraiment avec des pincettes, parce que les frontières sont extrêmement poreuses. Quand vous rentrez chez vous pour travailler après votre journée de travail, c'est déjà du télétravail. Quand vous êtes commercial ou consultant, que vous allez chez vos clients, est-ce que c'est du télétravail? En fait, c'est assez compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'on sent bien une aspiration des salariés et une crainte chez les managers. Donc c'est vraiment les deux choses qu'on ressent. Et en même temps, ce que je voulais aussi souligner, je vais poser la question directement à Rodolphe, c'est que c'est pas non plus une panacée. Hein, donc on a parlé de WordPress ce matin, Charles l'a évoqué. Donc en effet, ils ont une politique de télétravail maximale, mais il y a aussi le cas de Yahoo. Donc on connaît bien cette entreprise, hein, qui a renoncé complètement au télétravail il y a quelques temps, et puis IBM également plus récemment aux États-Unis, qui a qui a rouvert plutôt ses bureaux physiques. Donc du coup, Rodolphe, comment tu peux nous expliquer un peu les opportunités du télétravail? Quelles sont été les évolutions pour toi? Voilà. Avec plaisir. En 2011-2012, je travaillais chez Google et j'ai passé un peu de temps en Californie. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que le matin, quand les employés des grosses entreprises de technologie vont au travail, souvent ils habitent à San Francisco et ils partent travailler dans la vallée. Et ça veut dire prendre une seule autoroute qui les emmène là-bas, c'est-à-dire faire 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures de transport pour arriver sur leur lieu de travail. Et quand j'ai vu ça, j'étais très content de travailler sur cette grosse entreprise qui prenait soin des employés et qui était très intéressante. Mais pour autant, la plupart de mes collaborateurs et collaboratrices passaient 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures dans les transports chaque jour. Et quand on pense à l'évolution des personnes, l'évolution des carrières et quoi faire avec sa vie au final, bien entendu, c'est intéressant de gagner des bons salaires, d'avoir des évolutions intéressantes, mais que se passe-t-il avec la qualité de vie? Que se passe-t-il quand on veut soit acheter une maison, soit élever une famille et quelque part être un peu plus indépendant? Et pour moi, c'était un des premiers facteurs qui a fait que j'ai commencé à considérer d'autres manières de faire ces choses-là. Parce que cet exemple à San Francisco, il est vrai à Londres, il est vrai à Paris, il est vrai dans le RER A. On passe beaucoup de temps à aller au bureau. Et ça, c'est la manière dont on commence sa journée, c'est la manière dont on termine sa journée. Et c'est devenu, je pense, une vraie thématique qu'on voit de plus en plus en France, c'est-à-dire comment on accompagne non seulement une génération qui veut être plus flexible, mais toutes les personnes. En France, on a un pays qui est vraiment fabuleux, qui est absolument centralisé sur Paris. Pour autant, on a des villes géniales, on est champion d'Europe des résidences secondaires. Donc on a un vrai potentiel de développer des qualités de vie, de développer des différentes manières de travailler. J'ai eu l'exemple cette semaine d'une personne avec qui j'ai bossé avant et qui m'a dit « Je suis en discussion avec une société à Paris pour bosser 3 semaines par mois dans le sud de la France et 1 semaine par mois à Paris. » Elle adore sa vie dans le sud de la France, elle veut des challenges professionnels intéressants, et pour autant, elle a habité Paris, elle a habité Londres, elle a habité San Francisco, mais elle ne souhaite plus nécessairement y être à plein temps. Donc accompagner les changements de vie, que ce soit sur des périodes ou juste changer d'environnement tout court, c'est des choses que les entreprises peuvent commencer à faire. Alors après, moi j'ai eu la chance de vivre le spectre assez large de tout ça. J'ai travaillé chez Puffer, qui est une entreprise qui a à peu près 100 salariés, et qui était en télétravail parfait. Télétravail parfait, ça veut dire aucun bureau nulle part. Seulement une boîte postale, quelque part en Californie, mais aucun bureau nulle part. Ça vous donne une vingtaine de nationalités, et les gens étaient embauchés partout. C'est-à-dire que le jour où on avait besoin
d'une nouvelle ingénieure dans l'équipe, on allait recruter absolument partout. Et ça ajoutait une richesse culturelle, ça ajoutait des échanges, mais aussi des challenges. Puisque on est loin tous, on est sur une douzaine de fuseaux horaires. C'était un exemple un peu extrême de ce télétravail. Alors comment on faisait pour s'entendre? Comment on faisait pour travailler ensemble? Eh bien, même si on est à distance, c'est important de se voir, c'est important de se rencontrer. Tous les 3 mois, on essayait de se voir dans les mêmes endroits. On essayait de mettre toute une équipe ou toute la société dans un avion pour que tous les 3 mois, tous les 6 mois, on arrive à échanger, on arrive à parler et on arrive à avoir cet échange d'un repas, cet échange d'un café pour continuer ce lien. Et le télétravail, je vous parle là de structures qui sont nouvelles et qui ont pu se créer autour de ça. La structure dont je vous parle, elle a engagé, et dans la plus pure logique américaine, elle a aussi licencié en fonction du télétravail. Ça veut dire qu'un des critères principaux pour rentrer et rester, c'était aimer le télétravail et être productif dans cet environnement-là, dans une logique très américaine qui est le management au résultat. On a parlé à l'instant d'exemples comme IBM et Yahoo, par exemple. Et IBM et Yahoo, il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis parce qu'ils ont décidé de fermer certaines divisions qui étaient en télétravail et de rappeler les gens au bureau. C'est 2 situations un peu différentes. IBM a eu des plans de licenciement qui se sont échelonnés sur les 5-10 dernières années parce que leur activité a changé, etc. Et effectivement, ils ont décidé de dire on préfère avoir les gens au bureau pour se recentrer sur l'activité et ensuite voir ce qui se passe. Donc on a un phénomène, Yahoo a fait la même chose, on a un phénomène parfois d'entreprises qui se referment pour pouvoir se centrer, chercher le pourquoi très profond, pourquoi on donne cette qualité de vie, pourquoi on s'organise comme ça, est-ce que mes équipes sont prêtes à le faire, est-ce qu'on arrive à être productif dans ce mode-là, et quand ce gros pourquoi est résolu, le télétravail arrive comme une conséquence. Mais dans le cas d'IBM et Yahoo, s'il y a des problèmes financiers, si on n'arrive plus à gérer l'équipe parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça marche, c'est très difficile de mettre le télétravail en surcouche sur tout ce qui se passe, comme on ajouterait une table de tennis pour faire plaisir aux gens ou un frigo avec de la bière pour dire on est une entreprise un peu cool, quoi. Donc il y a une vraie thématique de sens et de productivité et ensuite le télétravail peut venir dessus. Oui, donc ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est la notion de dynamique aussi. C'est-à-dire que c'est pas forcément figé. On va pas dire d'un coup tout le monde doit télétravailler. J'ai entendu le terme d'accompagnement aussi. Donc on revient un peu au changement culturel, mais vraiment le voir comme une phase dans l'entreprise. On peut avoir des phases d'expansion, des phases de convergence. Voilà. Est-ce que, Joanne, du coup, tu pourrais nous parler concrètement, parce que je disais tout à l'heure qu'on aimait bien les exemples, de la mise en place de la politique de télétravail à la Société Générale? Oui, alors effectivement, le groupe Société Générale est connu notamment pour être présent à la Défense et avoir regroupé de façon, je dirais, massive ses collaborateurs, hein, puisque nous sommes un peu plus de 20 000 collaborateurs à la Défense. Donc, comme ça, on n'est pas forcément perçu comme un groupe qui a favorisé, on va dire, le remote. Je dis comme ça parce que il y a des expérimentations qui ont débuté en 2012. Alors, du fait du transport, ça je retrouve complètement effectivement cette raison qui est une raison extrêmement forte lorsqu'on va tous les jours à la Défense. On a bien conscience voilà, du temps qu'on peut passer effectivement dans les transports. Du fait effectivement que tous les collaborateurs ne sont, comme tu le disais, pas tous à la Défense et qu'effectivement on avait quand même une question aussi de déplacement multisite. Et puis il y a eu toute une réflexion aussi sur qu'est-ce que ça voulait dire de télétravailler. Est-ce que tout le monde peut télétravailler? Est-ce que finalement toutes les tâches sont éligibles? Donc la réponse a été non. Et alors pourquoi? Parce qu'effectivement, ça nécessite effectivement un type d'activité ou des types d'activités, mais elles ne le sont pas toutes. Et on a eu toute une réflexion sur, effectivement, quand on télétravaille, qu'on est chez soi, quel est le temps qu'on va passer finalement à interagir avec d'autres personnes par téléphone, par exemple, mais quel est le temps qu'on va passer aussi à se concentrer, à travailler sur un sujet. Et tout ce travail sur le temps qu'on doit prendre, être au calme, pouvoir réfléchir, à émerger. Et on s'est dit, finalement, ça c'est quelque chose qu'on a du mal à faire en entreprise. Et c'est un vrai plus de pouvoir aujourd'hui le faire chez soi, dans d'autres conditions. Alors, l'expérimentation a débuté avec les métiers des ressources humaines, les métiers de l'informatique. Cette expérimentation, elle a duré un peu plus de 2 ans. Elle a concerné pratiquement 2000 personnes. Elle a été très positive et elle a abouti à un accord qui a été signé en fait par le groupe qui a généralisé le télétravail.
En 2016, cet accord a été revu et le télétravail est passé à 2 jours par semaine. Donc effectivement, aujourd'hui, on peut télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine et au minimum une demi-journée par mois. Alors, il y a des, comme tu le disais en introduction, il y a des formes de travail qui sont différentes. Il y a du travail à distance où on est dans les locaux et on interagit avec des collègues qui sont dans d'autres bâtiments, qui peuvent être d'ailleurs pas très loin, hein, enfin même très près physiquement. Il y a le télétravail, puis il y a le travail nomade. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes chez nous qui sont amenées à se déplacer et effectivement, elles ne vont pas rentrer typiquement dans le cadre du télétravail. C'est j'ai 2 heures de temps et je vais passer 2 heures à tel endroit pour effectivement faire un compte-rendu ou passer un coup de téléphone. Dans la direction pour laquelle je travaille, aujourd'hui, le télétravail, ça représente 40% des collaborateurs. Hein, donc il y a 1000 personnes, donc ça fait 400 personnes. Et on a 10% des collaborateurs qui sont à 2 jours par semaine. 2 jours par semaine, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Et c'est quelque chose, effectivement, qui va un peu plus loin encore dans notre capacité à travailler, comment dire, à interagir, à se coordonner. Donc là, on est en apprentissage aussi sur ces questions, mais c'est quelque chose sur lequel on est très volontaire et on souhaite effectivement favoriser au maximum le télétravail. Et du coup, quelles sont les réponses que vous apportez aux freins qui peuvent être exprimés par le management du type non mais télétravailler c'est les vacances, on a besoin de se voir en physique, tout type de. Il y a aussi la vraie question de l'ergonomie des conditions de travail, c'est-à-dire pour être indépendant, je travaille parfois de chez moi, les conditions sont pas forcément optimales, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la meilleure chaise de bureau, etc. Rodolphe par exemple ou Johan comme vous le souhaitez. Je pense qu'on va répondre tous les deux, ça fait plaisir. Oui, c'est pas facile d'aborder tout ça. Je pense que déjà sur la première partie sur le travail à la maison, on peut parler de oui, c'est important d'avoir une très bonne chaise, c'est important d'avoir un matériel adapté. Moi, ce qui me paraît encore plus important, c'est les usages. C'est-à-dire que le bureau a beaucoup évolué. On a été sur les bureaux fermés. Ensuite, on est venu sur des open space. Et ce qui me paraît important, c'est que travailler à la maison, parfois, ça nous permet de gagner ces heures de travail ininterrompues, où on peut vraiment aller en profondeur dans un sujet, parce que personne ne vient nous taper sur une épaule pour nous poser une question. Et on peut, même si on n'aura pas tout le confort d'une machine à café, d'un espace de relaxation, etc. On peut travailler un peu différemment. Je pense que certains d'entre nous, pour des cycles assez normaux, travaillent mieux le matin, d'autres mieux le soir. Certains travaillent seuls, moi je suis plutôt introverti, et je sais que j'apprécie vraiment, par exemple, ce phénomène d'isolation où j'ai le droit de passer 2-3 heures seul à creuser un sujet. Donc ça me paraît assez important sur les usages du travail. Que dire aux personnes pour qui c'est plus compliqué? Je pense qu'il faut dézoomer un petit peu et revenir sur la question, qu'est-ce qui est important pour l'entreprise aussi? Le présentéisme est quelque chose qu'on connaît tous, qu'on a tous vécu. Je pense que si on arrive vraiment à travailler à l'objectif, c'est-à-dire qu'est-ce que cette personne doit faire, quelle est sa contribution à l'entreprise, arriver à le quantifier un peu différemment, les conflits ont tendance à diminuer parce qu'on connaît la valeur et la contribution de la personne. Donc je pense que on n'est pas seulement à contrôler le travail de la personne, on veut savoir est-ce qu'elle contribue et de quelle manière le middle management peut s'en assurer, quoi. Oui, donc une adaptation des usages en fonction du temps dans la dynamique et en fonction des personnes. Joanne, tu veux réagir? Sur ces questions, oui. Alors évidemment, il y a eu des premières réactions du type de celles que tu évoques. Je pense qu'ils sont assez vite passées, d'une part parce que beaucoup de managers aussi télétravaillent. Et donc eux-mêmes sont confrontés à cette question et à ce qu'ils font lorsqu'ils sont en télétravail. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé et qui est vrai du télétravail, du travail à distance, c'est et j'ai bien aimé l'exemple que tu prenais tout à l'heure, que tu n'as pas repris en fait là, sur les réunions. Parce que bon, on avait évidemment beaucoup de réunions, il y a beaucoup de personnes en réunion, et quand on télétravaille, notamment quand on travaille à distance, on s'aperçoit que c'est
parfois très compliqué de comprendre ou d'interagir avec des personnes qui sont tous dans une réunion, parce qu'il y a beaucoup d'implicites, il y a beaucoup de discussions parallèles, beaucoup de papiers, enfin c'est très basique ce que je dis, mais c'est finalement pas évident. Et donc c'est comment on arrive aussi à intégrer qu'on travaille finalement ensemble, en groupe, qu'on a tous un rôle en fait à jouer dans cette réunion et qu'on est bon voilà, il n'y a pas uniquement des personnes qui viennent pour simplement écouter ou au moins le faire dans de bonnes conditions. Et j'aimais bien l'exemple que tu prenais, je ne sais pas si tu peux le redire, effectivement des personnes qui télétravaillent finalement et qui ne font plus de réunions, qui se réunissent plus dans ce cadre-là. Enfin, je te laisse en parler. Oui, bien sûr. C'est un exemple de la startup Trello, qui est un système d'organisation. Il y a un autocollant Trello sur l'ordinateur juste en face de nous. Et ce que Trello a décidé de faire, comme ils sont à moitié à New York et à moitié distribués à travers le monde, c'est qu'à chaque réunion, au lieu d'avoir 8 personnes à New York dans une salle de réunion et après 8 autres personnes, chacun sur son ordinateur, à chaque fois qu'ils ont une réunion, chaque personne est sur un ordinateur individuel. Pour ne pas contrebalancer, c'est-à-dire avoir le quartier général contre les personnes individuelles, il y a une vraie individualité qui se crée où les personnes vont sur l'appel, la vidéoconférence, depuis leur bureau de manière individuelle. Comme ça, on ne se sent pas une personne contre tout le reste, on est chacun un individu qui est comme ça. Et c'est, à mon avis, un des vrais challenges du télétravail. Comment ne pas être gens qui travaillent à distance, c'est-à-dire la seule personne du département qui est à distance, mais vraiment avoir dans les usages que la plupart des gens peuvent moduler leur temps de travail. Et donc le télétravail, c'est ce qui se passe entre les deux fois où les personnes se voient en face à face. Ça ne gomme pas, enfin, ça veut dire qu'il est toujours très important de se voir en physique, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les mois si on peut, pour continuer à avoir ces rapports, se déjeuner ensemble et faire du team building, etc. Ouais, je pense que la clé sur ce sujet, c'est vraiment de comprendre qu'il faut prendre en compte une multiplicité d'usages et une flexibilité de chacun sur ces dimensions-là. C'est vraiment, on n'y est pas encore, mais on y arrive peu à peu. Et du coup, pour conclure peut-être, et vous pouvez réagir aussi les autres, 2-3 bonnes pratiques vraiment pour que le télétravail fonctionne. Je pense qu'on parle beaucoup du télétravail au niveau de l'entreprise, ce qui est super, mais je pense aussi qu'au niveau de la personne qui le fait, il y a des personnes qui vont essayer, qui vont adorer, et d'autres personnes pour qui ça va être un peu plus compliqué. Il y a une étude qui a été faite par Nicholas Bloom, qui est professeur à Stanford. Il a étudié une entreprise chinoise qui est en fait un call center dans le milieu du voyage. Et ils ont fait une des seules et très longues études sur le télétravail pour regarder la productivité des personnes. Donc ils ont pris 2000 personnes, ils ont décidé que ces personnes-là allaient travailler de la maison, et 2000 autres personnes allaient rester travailler au bureau, de manière aléatoire. Donc ils ont fait une expérience scientifique là-dessus, et ils se sont rendus compte que, effectivement, les personnes qui travaillaient à la maison, pour certains types de tâches, dans certains métiers, pouvaient être plus productives, notamment parce qu'elles étaient moins absentes, et notamment parce qu'elles étaient aussi plus engagées, parce que plus près du travail. Mais ce qui était très intéressant pour moi au sortir de cette expérience, c'est que sur les 2000 personnes qui avaient été sélectionnées par hasard, certaines personnes sont sorties de là et ont dit « moi j'adore et je veux continuer », et d'autres ont dit « moi j'aime pas trop ça, je préfère être proche de mes collègues et je préfère passer plus de temps avec eux aussi ». Donc je pense qu'il faut donner la possibilité aux gens de faire le télétravail, mais aussi comprendre que de par les tempéraments, il y a des personnalités et il y a des gens qui vont se vouloir collaborer beaucoup, et qui vont être malheureux en travaillant de chez eux, et d'autres, à l'inverse, qui ont besoin de plus de temps, ça peut être 2 jours par semaine, c'est pas nécessairement à 100%, mais qui ont besoin de plus de temps pour penser, pour s'isoler, et pour faire du travail plus profond. On voit beaucoup ça dans les départements d'ingénierie et de data dans les startups et grands groupes, où pour mener une réflexion de A à B, il faut parfois 3-4 heures ininterrompues pour creuser un sujet. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Rodolphe. En termes de télétravail, de façon très pratique, hein, je pense qu'il y a quand même des prérequis sur effectivement l'endroit où on télétravaille et que c'est pas toujours possible, hein, en fonction de son lieu. Tout simplement, voilà, il faut pouvoir s'isoler aussi chez soi, il faut pouvoir avoir une connexion au débit, voilà, il faut pouvoir avoir un certain nombre de prérequis. Et puis ensuite, et là je te rejoins à 200%, il y a toute cette question sur la réflexion de qu'est-ce que je vais faire en télétravail et et comment je vais interagir avec les autres et comment les autres vont interagir avec moi. Et ça nécessite d'en parler en fait, parce qu'on peut pas le faire comme ça. C'est pas si effectivement avec son équipe on se dit pas bah tiens moi aujourd'hui en télétravail voilà ce sur quoi je vais consacrer mon temps. Et quand je
serai à la réunion, finalement, comment on interagira, bon, on le fera de façon vraisemblablement moins efficace. Et je suis d'accord avec toi sur ce que tu disais, toutes les personnes ne sont pas forcément prêtes à télétravailler. Ça, il faut l'accepter aussi. Juste si je peux réagir. Moi, j'ai un retour d'expérience sur ce que j'ai vécu dans un groupe, c'était Alcatel-Lucent, pour ne pas le nommer, où il y a eu un développement du télétravail dès 2008. En fait, ça a été un moyen d'ouvrir un possible différent à l'intérieur de l'entreprise, parce que l'entreprise, à l'époque, allait vraiment pas très bien. Et donc, ça a créé les conditions de tentons un certain nombre de choses. Et donc, il y a eu une forme d'invitation aux salariés pour télétravailler sans nécessairement mettre beaucoup de cadres autour de ça, pour justement favoriser l'expérimentation et arriver derrière à définir quels étaient les usages et les moyens à mettre en place pour l'entreprise pour favoriser cette démarche-là. Et donc, ça a été sous forme de pilote au début, pour une population volontaire, pour ensuite définir un peu le cadre, donner les moyens. Donc le groupe payait un abonnement ADSL aux salariés qui, du coup, étaient volontaires pour faire du télétravail. Il y a certes une limite qui a été donnée, qui était 2 jours par semaine, mais en gros, ça a été une forme d'expérimentation par les salariés. Et moi, j'ai juste envie de 2 petites réflexions là-dessus. La personne qui travaille, c'est quand même le salarié. Les conditions les plus adaptées à ce qu'il souhaite faire, à comment il peut travailler le mieux, je pense que le salarié a une part de responsabilité pour le définir. Il ne faut pas qu'on l'oublie un peu, ça. C'est que dans les grands groupes, on essaye effectivement de dire, de normer un peu les choses. Je pense que les salariés sont capables de dire ce qui leur convient et ce qui ne leur convient pas et expérimenter un certain nombre de choses. Donc l'idée, c'est un peu de lâcher prise, un peu de confiance. Et le dernier élément, j'aimais beaucoup ce que tu disais tout à l'heure sur la culture américaine où on fonctionne à l'objectif. En France, on est dans une situation un peu compliquée où on fonctionne et à l'objectif et au temps passé. Vous m'expliquez quelle est la marge de manœuvre qu'il peut y avoir pour le salarié dans cet environnement-là ? Si on travaille à l'objectif, on libère un peu la possibilité de faire son travail un peu comme on veut. Et je crois que le salarié est aussi, en tous les cas la personne, est aussi la meilleure personne pour déterminer quelles sont les bonnes conditions pour effectivement atteindre l'objectif qu'il a choisi ou qu'on lui a assigné. Et s'il peut le choisir, c'est peut-être encore mieux. Oui, tout à fait. Demander aux salariés, c'est peut-être la première étape finalement. Il y a même une start-up qui s'appelle Flex Jobs, peut-être que tu connais Rodolphe, qui a mis en place un formulaire en fait, où on demande à chaque salarié ce qu'il préfère comme mode de travail. Pour revenir aussi sur ce que tu disais, parce que ça résonne avec ce qu'Alexandra me disait il y a quelques semaines quand on s'est eu au téléphone, tu parlais d'expérimentation. C'est vraiment quelque chose que vous avez souligné pour la manière concrète de mettre en place ce type de pratique. Ça passe vraiment par les tests. On va y revenir aussi sur le recours au travail indépendant. Mais c'est vrai que c'est un aspect qu'il faut vraiment retenir. L'autre chose que j'entends dans ce que tu dis, c'est le fait que Alcatel payait la connexion Internet. C'est intéressant parce que l'exemple de WordPress... Oui, c'est 30 € par mois. Hein. Je veux dire, maintenant même 20. Quand on regarde les gisements de productivité que ça peut générer, et là encore, effectivement, il faut mener les études, mais 1 heure de transport aller, 1 heure de transport retour, même si on est dans sa voiture, même si on fait des conf calls et qu'on n'a pas forcément, toujours le droit de le faire, parce que téléphoner dans sa voiture, c'était pas forcément toujours autorisé. Il y a, quand on fait la somme à la fin, on voit un bénéfice et finalement ça coûte pas cher. Oui, tout à fait. J'ai fait un truc qui est pas bien du tout. Je me suis laissé interrompre par un homme. J'aurais pas dû. Parce que normalement on n'est pas censé. Du coup, je donne la parole à Alexandra peut-être sur l'exemple de WordPress. WordPress, c'est 2500 $ à l'embauche pour agencer son bureau et 250 $ par mois pour investir dans des sessions de coworking. Voilà. Et coworker où on veut en toute liberté. Pour rebondir sur ce que vous disiez sur le management par objectif, un des éléments à prévoir, c'est former les managers au management par objectif, à la confiance, etc. Parce qu'en fait, on est sur un modèle descendant de contrôle hyper pyramidal depuis longtemps. Donc en fait, il faut apprendre ces méthodes de management. Donc voilà, ça passe aussi par la formation. Pour 92% des employeurs, le principal frein, c'est le management intermédiaire au travail à distance. Donc la formation au management par objectif, c'est aussi un levier important.
Alors, je vais passer au troisième thème, parce que voilà, on a un peu serré en temps. Pareil, je vais vous faire une petite introduction, juste pour peut-être démythifier un peu le sujet du travail des indépendants, au travail indépendant. Donc, quelques chiffres. Déjà, la définition de l'INSEE, c'est quoi? C'est l'absence de contrat de travail et l'absence de lien de subordination permanent avec un donneur d'ordre. En fait, c'est ça qui donne lieu au risque de requalification potentielle, ce qui, peut-être qu'on en parlera plus tard, est probablement, enfin, est très peu le cas, très peu fréquent, chez les compétences qui nous intéressent, c'est-à-dire les compétences à très haute valeur ajoutée. Alexandra, tu reviendras là-dessus. Donc, quelques chiffres, 2,7 millions d'indépendants fin 2016 sur à peu près 28 millions d'actifs, donc ça fait 10%. On est quand même dans une minorité, maintenant on l'a dit, il y a un fort essor, mais juste pour se rendre compte un peu du cadre. Autre chose que je voulais vous partager, je me suis interrogée sur le terme de freelance, parce que je réfléchissais à nos anglicismes là, et en fait freelance, ça veut dire lanceur, donc lancier en fait, libre lancier, franc lancier, donc c'est à l'époque de Richard Cœur de Lion, en fait c'était les gens qui utilisaient leur lance, et donc on peut traduire ça aujourd'hui par des francs tireurs, ce qui est quand même intéressant, parce qu'on ressent bien dans ce terme l'idée un peu d'une volonté d'émancipation, une volonté de faire ses propres lois, de créer un peu ses propres modes de travail. Donc c'est un peu la question que je voulais poser d'abord à Alexandra. Qui sont ces travailleurs qui nous intéressent aujourd'hui? On sait qu'il y en a différents types. Qu'est-ce qu'ils cherchent et comment ils travaillent? Alors, d'abord, une petite aussi distinction entre pluriactivité et freelance, parce que souvent on fait l'amalgame. Pluriactivité, il y a 3 formes. Effectivement, on peut être freelance avec avoir donc indépendant et avoir plusieurs activités, mais on peut aussi avoir plusieurs activités salariées, et on peut avoir une activité salariée et une activité en tant qu'entrepreneur pour avoir un complément de revenu. Donc ça, c'est la pluriactivité. Et les freelances, c'est vraiment des indépendants. Pour certains, ils sont monoactivités, et pour certains, ils sont pluriactivités. Typiquement, moi, je suis indépendante, je fais du conseil en innovation collaborative, donc j'accompagne les entreprises à impliquer les collaborateurs dans leur transformation. Mais je travaille aussi avec des écoles et des professeurs pour les former à réinventer leur pédagogie pour qu'elle soit centrée sur l'apprenant. Et j'ai une troisième activité, je fais du contenu et des conférences sur le futur du travail et le futur de l'école. Donc moi, je suis freelance, multi-activité. Voilà, c'est important de le savoir. Le mouvement freelance et les freelances, en fait, il y a 3 franges de freelance aujourd'hui. Il y a des freelances qui deviennent freelance par nécessité, parce qu'ils sont dans une situation de précarité, et qu'en fait, devenir indépendant, ça leur permet de trouver un job. Donc les chauffeurs VTC, les hôtesses dans la grande distribution, etc. La deuxième cause pour devenir freelance, c'est souvent dans le cadre d'une stratégie de carrière, dans le cadre d'une transition. On devient freelance pour un temps déterminé, pour développer un réseau, développer des compétences. Et la troisième cause, c'est un mode de vie, un choix. On devient freelance parce qu'on a envie d'être indépendant, parce que le lien de subordination n'a plus de sens pour nous dans une économie de la connaissance, et parce que l'unité de temps, de lieu et d'action du travail, en fait, ça ne convient plus au freelance. Le freelance, en fait, il dégroupe les composantes du travail. Les composantes du travail, c'est le revenu, la structure, les relations sociales et le sens. Il trouve le revenu dans une activité, la structure, il compte sur lui-même. Les relations sociales, il peut être dans des communautés, donc comme Mangrove, dont on parlait tout à l'heure. Et puis le sens, il a des projets personnels qui développe à côté. Donc le freelance, son profil type, si on parle effectivement des freelances à haut potentiel, effectivement l'objectif d'un freelance, c'est de cultiver son individualité. C'est ce que dit d'ailleurs beaucoup Mangrove et le conseil qu'il donne aux freelances dans la communauté, c'est-à-dire cultiver votre individualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui fait du gros hacking, donc c'est une stratégie de marketing web assez agressive, et ben il a une compétence hyper forte sur cette activité-là. Du fait de la multiplication des projets sur lesquels il travaille, et ben il a une montée en compétences exponentielle. Donc il passe 3 jours à faire du gros hacking, et puis il passe 2 jours à travailler sur des projets personnels et à faire de la veille avec des startups sur ses pratiques professionnelles. Donc il a une expertise de pointe. Il est aussi auto-responsable, c'est-à-dire qu'il sait quand il est productif et quand il ne l'est pas. Donc l'hybridation du travail, pour lui, c'est vraiment un mode de vie.
Ils sont aussi souvent férus des outils de travail collaboratif, donc ils sont tous sur Slack, sur Trello, etc. Donc ils ont des modes de travail intéressants. Et voilà, en fait, le freelance, c'est vraiment, aujourd'hui, en tout cas celui qu'on cherche à recruter quand on est un grand groupe, quand on est une entreprise, c'est une personne qui a intégré dans son mode de vie l'hybridation du travail. Ouais, merci pour ce portrait qualitatif. Moi, je voudrais citer Alain Delprat, qu'on a entendu tout à l'heure, qui est une phrase qui est très révélatrice, je trouve. On a voulu les meilleurs, donc on a pris des freelances. Donc, en termes de data scientist, pour des compétences très, très précises. Donc on est vraiment sur ce niveau, donc, pour répondre à des vrais enjeux de recrutement. Je me suis posé la question des risques juridiques. Donc, je t'ai posé la question, Alexandra, sur le fait d'employer des freelances. Donc, en gros, il y aurait deux types. Le risque de requalification. Alors, il y a peu de risques sur ce type de profil, mais j'aimerais bien qu'on en parle quand même. Et puis, le risque aussi d'embaucher, d'employer des gens qui n'ont pas fait leur déclaration correctement, finalement. Donc, est-ce que l'un d'entre vous pourrait répondre à cette question ? Alors, juste pour rebondir sur les avantages des entreprises à travailler avec des freelances, effectivement, il y a un intérêt à travailler avec des freelances parce que souvent, ils ont des talents qu'on ne trouve pas autrement qu'en freelance, ou alors ça permet en fait d'avoir accès à des talents qui sont loin géographiquement. C'est aussi ce que vous disiez tout à l'heure chez Renault Digital. Ça permet aussi de tester le remote, par exemple, de tester le travail à distance avec des freelances. Ça permet de diffuser les méthodes de travail collaboratif que eux ont l'habitude d'usiter. Ça peut être vraiment un laboratoire d'innovation managériale. Et puis pour les PME, TPE, avoir recours à un freelance quand on n'a pas nécessairement le budget pour débloquer un recrutement, eh ben, ça a permis d'avoir recours à une expertise de pointe sur un temps réduit. Sur les risques de requalification, effectivement, identifier et qualifier un lien de subordination avec un freelance sera compliqué. Et encore, parfois, il y a des entreprises qui peuvent se dire, bon, ben, on va les prendre au sein de notre bureau, on va leur donner des cartes de visite, on va leur envoyer des mails avec des horaires de travail, des ordres et des directives. Bon, ben là, on est quand même mal, hein, même s'il est freelance. Mais ça reste quand même assez rare dans la jurisprudence. Après, sur le risque quant au travail avec une entreprise ou un freelance qui n'est pas en règle avec le fisc ou qui n'est pas en règle avec ses cotisations sociales, je pense que ça posera un problème principalement aux freelances, pas vraiment à l'entreprise. Il y a peut-être un risque en fait en termes de sous-traitance, mais vous pouvez peut-être Oui, alors c'est vrai que c'est un domaine de prestation de service, c'est pas un domaine sur lequel, en tous les cas, j'exerce moi mon activité. Donc oui, je te rejoins complètement. C'est-à-dire, je pense que ce sont des risques qui sont plutôt liés à la sous-traitance et qu'on a donc ce qui veut dire qu'on les a avec toute prestation de service. C'est pas propre en fait aux freelances. Alors après, la question avec les freelances, c'est qu'effectivement, comme ils peuvent être potentiellement plus nombreux par rapport à un interlocuteur unique dans une société donnée, effectivement, ça peut démultiplier effectivement ce risque. Bon, pour autant, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a la création aussi de plateformes qui donc donne un accès aussi différent aujourd'hui aux freelances. Donc, on voit bien que là aussi, le marché évolue. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais concernant les compétences, parce que du point de vue des ressources humaines, c'est vraiment la question aujourd'hui que l'on observe, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des compétences très pointues dont on a besoin et qui n'ont pas forcément vocation à rejoindre l'entreprise aujourd'hui. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut travailler avec ces personnes-là. Et notre souhait, c'est aussi de pouvoir les attirer en fait et de faire qu'ils puissent venir peut-être un temps donné dans l'entreprise, qui sera peut-être pas un temps long, mais qui peut être un temps où ils vont venir et ils vont s'intégrer et nous aider aussi à évoluer, et je pense que tu l'as très bien dit, sur certaines pratiques que l'on peut avoir aujourd'hui, comme le remote. Donc, pardon. Attirer les freelances pour un temps réduit ou plus long, ouvrir aussi sur des compétences qui sont propres aux freelances, donc notamment l'autoresponsabilité, qui est un terme que tu as beaucoup utilisé. Voilà quelques-uns des avantages que l'entreprise peut trouver. Moi, j'aimerais bien
vous lancer la question de l'intégration en interne, du coup, avec les autres employés. Nous, on a accompagné une agence de communication qui avait pour objectif de changer, en fait, de transformer son métier et de devenir complètement data-driven. La contrainte qui se posait à elle, c'est qu'en fait, tous les data journalistes, les data scientists, etc., étaient effectivement uniquement qu'en freelance. Et le sujet pour cette agence, c'était mais comment on peut travailler, comment intégrer en fait les équipes internes et faire en sorte qu'elles travaillent bien avec des freelances. Et donc, en fait, ce qui s'est passé et comment on a aidé cette agence, avec notre qualité, c'est de co-construire. Hein. Donc, en fait, le plan de transformation métier, il a été co-construit dans une démarche design thinking avec les collaborateurs. Et donc, l'agence, elle a déjà eu d'abord une communication transparente auprès des équipes en interne en leur disant, voilà, on va vers une transformation métier, on va miser sur vous et on va mettre en place un plan de formation pour vous former aux nouveaux métiers de la communication data. Mais la transformation métier, il faut qu'elle se fasse rapidement, donc on va aussi intégrer des freelances. Vous, quels sont vos besoins, quels sont vos freins à travailler avec les freelances et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça se passe bien ? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le plan, le fait de prendre conscience de ces besoins, de ces freins par les collaborateurs et de proposer des solutions, en fait, les actions qui ont été proposées par les collaborateurs, elles ont été mises en place. Les actions qui ont été proposées, c'est des trainings croisés récurrents entre les freelances et les personnes qui travaillent avec des freelances ou entre les personnes qui travaille avec des freelances et ceux qui n'ont pas encore travaillé. Voilà. C'est mettre en place un pool de freelance friends, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie volonté de la part des collaborateurs de ne pas avoir à recommencer à chaque fois à s'adapter à une personnalité, à son travail, etc. Et donc du coup d'être partie prenante de l'évaluation d'une mission effectuée avec un freelance et d'avoir comme ça un pool de freelance friends qui soit constitué. Il y a d'autres actions qui ont été proposées par les collaborateurs et mis en place ensuite. Ils ont émis le souhait que eux aussi ils auraient envie de travailler à distance, ce qui n'était pas du tout le cas. Et donc cette démarche de co-construction, elle a impulsé du coup le recours au télétravail. L'accord est d'ailleurs de nouveau en co-construction, le mindset est un peu en train de prendre. Donc, je pense que le levier de la co-construction, il est important. Le levier du test, encore, l'expérimentation, là, je fais aussi la voix de Mangrove. Selon cette communauté-là, le meilleur moyen pour apprendre à travailler avec des freelances, c'est de tester. Donc, donnez un budget à une business unit, dites-leur, travaillez avec des freelances, et puis on fait un bilan à 6 mois. Qu'est-ce que ça a apporté à votre activité ? Qu'est-ce qui s'est bien passé ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne mieux ? Donc ça, c'est vrai que le point de l'intégration des équipes en interne, elle est vraiment importante. Moi, j'ai un retour qui est vraiment très fréquemment fait par les freelances, c'est que il y a des freelances qui travaillent avec des équipes juniors, pour reprendre l'exemple du gros hacking, qui proposent des éléments vraiment en rupture, et c'est souvent ce qu'on attend d'un freelance, un regard neuf pour bousculer un peu les pratiques, et en fait, les préconisations ne passent pas le management intermédiaire, parce que le management intermédiaire se voit remis en cause dans ses pratiques et la diffusion en fait de l'innovation ne se fait pas. Donc ça c'est un vrai sujet. Et le troisième sujet pour mettre un petit peu les pieds dans le plat, c'est que pour travailler avec des freelances, en fait un freelance c'est pas une grosse entreprise, ils n'ont pas des fonds de roulement c'est pas un puits sans fond. Et des grands groupes ou des entreprises qui payent à 60 jours, 3 mois, 45 jours, 60 jours, en fait, c'est difficilement tenable pour les freelances. Donc, il est important aussi d'adapter ces politiques tarifaires au recours de freelance. C'est ce que j'ai vraiment, moi, constaté sur le terrain.
Ouais, tout à fait. Moi, j'abonde dans ce sens parce que j'ai eu cette même conversation avec Inde Elidrissi, qui est cofondatrice de WeMind, qui est une plateforme et qui apporte des services type mutuel aux freelances, et qui me disait mais la règle d'or numéro 1 pour bien travailler avec des freelances, c'est de les payer à l'heure. Ce qui n'est pas forcément le cas partout. Donc j'entends faire comprendre aux salariés finalement ce qu'ils y gagnent à travailler avec des gens extérieurs, y compris, comme je le disais tout à l'heure et comme tu le disais, l'ouverture à des nouvelles pratiques de travail. Je reviens, parce que tu as cité assez souvent le collectif Mangrove, du coup je reviens sur quelque chose que tu as abordé, Johan, c'est la question des intermédiaires finalement, de screening, de sourcing. Donc comment on fait pour trouver les freelances, j'essaie de ne pas faire trop d'anglicisme, et en quoi ces plateformes-là, elles vous paraissent utiles. Alors je ne vais pas faire l'apologie de Comet, parce que là on a un petit conflit d'intérêts, mais on peut quand même en parler, et puis aussi parler, peut-être Alexandra, des collectifs d'indépendants, donc WeShare en est un, Mangrove en est un autre. C'est une forme de travail qui est vraiment très émergente, c'est des gens qui se regroupent, c'est des gens qui ne sont pas salariés, mais il y a une communauté finalement d'échange. Donc on peut se dire qu'on passe du salariat au mode projet avec des extérieurs jusqu'à la communauté d'apprentissage entre internes et externes. Donc est-ce qu'on peut avoir 2 mots à la fois sur les plateformes et sur les collectifs ? Alors sur les plateformes, je trouve que c'est vraiment un service qui a un réel besoin pour les freelances aujourd'hui, cette mise en relation. Par contre, c'est important qu'une plateforme, par la mise en concurrence, ne précarise pas le freelance. Donc là où une plateforme et un tiers de confiance garantit l'adéquation entre le besoin et les ressources, assure un matching, là ça a vraiment un intérêt. Il faut bien jauger entre la mise en concurrence qui précarise et la mise en relation qualitative. Pour parler de Mangrove, en fait, c'est une communauté de freelance. L'objectif, c'est de mettre fin à la solitude du freelance, parce qu'en fait, c'est quand même assez dur d'être seul. Il nous manque nos collègues de travail avec qui on fait des blagues. Il nous manque nos collègues de travail avec qui on échange des compétences, avec qui on grandit, etc. Donc en fait, la communauté, elle a vraiment pour ambition de faire des sessions de coworking à l'étranger, de faire des sessions de peer-to-peer, donc de partage de compétences entre freelance, et puis de retrouver cette communauté en fait, qu'on perd quand on passe du salariat au freelancing. Oui, donc bien choisir ces plateformes. Moi, je vois vraiment une explosion du nombre de plateformes spécialisées dans certains types de freelance qui se mettent en place pour proposer des services vraiment à la demande aux grands comptes. Et puis, au niveau de ces collectifs, ce qu'on observe, c'est vraiment qu'il y a une structuration, en fait, une sorte de fédération entre freelance eux-mêmes pour retrouver les mêmes qualités de services qu'ils pourraient trouver dans le salariat, finalement. Est-ce que vous avez d'autres remarques là-dessus ? Juste pour ajouter là-dessus, c'est quand même rigolo parce que les freelances maintenant se groupent et on revient presque aux corporations du Moyen-Âge avec les ébénistes, et on est ébéniste. Et donc, la personne qui souhaite approfondir cette compétence va trouver les personnes sachantes, va s'entourer des personnes qui font ça depuis un petit moment, trouver les ressources en 2017 en ligne, mais le besoin d'appartenir à quelque chose, que ce soit avoir une bonne interaction avec votre client si vous êtes freelance, ou juste avoir des collègues, envoyer des photos de chats à des gens que ça intéresse, c'est un besoin de recréer ça, et au final on est tous des créatures sociales, donc c'est important de voir ça, de voir l'apprentissage constant, de voir la dynamique entre freelance, et après effectivement avoir une bonne relation avec les personnes que vous souhaitez embaucher. C'est un univers de test, donc évidemment vous pouvez avoir une personne pour une durée courte et faire un test. Et après, je pense que le salariat et le freelancing se croisent tout le temps. On a parlé des pluriactivités. Il est possible d'avoir une personne qui était en CDI, qui part en freelance, qui retournera en CDI, qui retournera en freelance. Donc je pense qu'il ne faut pas voir ça comme une séparation absolue, mais plutôt 2 chemins qui se croisent, même 3 avec la création d'entreprise et 4 avec la pluriactivité. Et vous avez des carrières riches parce que les personnes, de ce fait, réussissent à voir beaucoup de choses en très peu de temps.
Ouais, et avant de te donner la parole, Johan, je réagis à ce que tu dis pour vous donner peut-être 2 références d'articles à lire. La première, c'est sur justement ces questions de corporation, de guildes. Je vous recommande d'aller voir sur le site Amédée, sur les indépendants. Il y a un article d'Arthur de Grave, alors il fait partie de WeShare, donc c'est pour ça que je cite ça, mais bon, c'est pas la seule raison. Il explique en quoi les guildes peuvent être ce nouveau modèle finalement de regroupement des freelances. Et puis l'autre référence, tu parlais justement de pluriactivité, Alexandra aussi, c'est un excellent article d'un professeur de Dauphine qui s'appelle François-Xavier de Vaugeson, qui a écrit un très grand article de recherche, et son thème de recherche actuel, sur la pluriactivité, les slashers. Voilà. Je te donne la parole, Johan, parce que tu voulais réagir. Et ensuite, on prend les questions du public. Oui, je voulais réagir avec finalement le début de la table ronde et des lieux qui, dans l'entreprise, peuvent permettre aussi d'intégrer des freelances. Et tu faisais référence à Orange, et j'avais parlé du plateau à la Société Générale, qui sont aussi des lieux dans lesquels on peut finalement intégrer d'autres formes de travail, et qui ne sont pas forcément de la prestation de service pour l'entreprise, qui sont aussi simplement de l'échange, et le freelance ou l'entreprise ou la start-up en l'occurrence travaille sur ses propres activités. Là où je voulais rebondir aussi, c'est que nous on a un très très gros enjeu sur nos domaines notamment technologiques d'ouverture à l'externe, et que c'est pas uniquement finalement comment on intègre dans l'entreprise des modalités différentes, c'est aussi comment l'entreprise s'ouvre, hein, et c'est comment aussi les salariés de l'entreprise s'ouvrent sur d'autres façons de travailler. Et là ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment inspirant, je dirais, ces façons de faire, et on a beaucoup de choses à apprendre de ça. Donc là, tu parles carrément d'un enjeu de nourriture technique, c'est-à-dire au-delà des compétences internes qu'on a, c'est ça ? Par exemple, et on parle beaucoup, alors pour être plus précis, on parle beaucoup par exemple de développement de l'expertise dans des entreprises, dans des métiers IT. Ça peut paraître évident, mais c'était pas si évident que ça dans des grands groupes où on a beaucoup privilégié quand même aussi l'évolution managériale. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que voilà, dans certains domaines technologiques notamment, on a vraiment besoin de développer cette expertise, et que l'expertise notamment en technologie, elle n'est pas forcément propriétaire de l'entreprise, au contraire, c'est vraiment donc une capacité à être et à interagir avec tout son environnement. Et donc ça, pour nous, c'est un enjeu très important. Oui, on reconnaît là le mouvement de l'open source, hein, qui y a eu une entraide collective, et c'est là où c'est extrêmement important de s'ouvrir aujourd'hui. Je vais conclure rapidement, juste pour vous donner une nouvelle référence, mais j'ai entendu tout le temps revenir les mots de culture, changement culturel et de confiance, dont je voudrais vous inviter à lire ou relire si vous ne connaissez pas, Jérémy Heimans, H-E-I-M-A-N-S, qui a écrit sur New Power, et qui vous explique qu'en effet, on passe d'une culture de contrôle à une culture de confiance, on passe à des compétences, des capacités, je dirais, d'expertise très précises, à des capacités plus douces, plus globales. Un peu ce que tu disais, Rodolphe, sur le fait de savoir travailler à distance, par exemple, ça pourrait devenir une capacité demain. Un changement culturel qui parle aussi du secret vers la transparence. Donc c'est ça aussi l'enjeu qu'on a avec les indépendants. Quelle politique de confidentialité on met en œuvre, à quel point on peut être transparent avec des extérieurs. Donc un passage là-dessus. Et puis aussi, là j'en cite qu'une partie, mais le passage de la séparation, le silo, jusqu'à la gouvernance en réseau finalement. Donc tout ça, ça rejoint le thème du début, la transformation agile. On voit là en fait comment l'agilité humaine peut se développer. Alors maintenant, on est à peu près dans les temps. Je vais vous accorder 10 minutes de questions et on commence dès maintenant avec la première question, si on a une. Monsieur ? Bonjour, donc moi je m'appelle... Vous m'entendez ? Pardon. Samir Amelal, je suis DG d'une filiale du groupe Havas. Alors je vous entendais parler tout à l'heure, vous parliez de quantité au détriment de la qualité. C'est vrai que culturellement c'est fortement imprégné, à une époque où on parle encore beaucoup de karoshi. Je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène au Japon. Il y a récemment une jeune femme qui est décédée après avoir travaillé plusieurs jours sans interruption. Et je me demandais si, selon vous, le freelancing n'était pas justement une réponse à cela. C'est-à-dire que dans quelle mesure, quand on fait travailler des freelances, on n'a pas tendance finalement à exiger de l'efficacité, non pas de la quantité.
Par définition, en fait, on exige de l'efficacité quand on travaille avec un freelance. Effectivement. Après, il faut vraiment aussi que le freelance soit responsabilisé, parce que le freelance n'est pas non plus préservé du risque de burn-out, parce que il travaille sur plein de projets, il a plein de clients, et il faut qu'il il est auto-responsable et qu'il s'auto-gère. C'est un apprentissage aussi. Donc le freelance doit accepter de dire non à des projets quand il en a trop, mais clairement, effectivement, pour l'entreprise, travailler avec un freelance, c'est uniquement un objectif d'efficacité. Ouais, le sujet du burn-out et du freelancing est un vrai sujet, parce que là, en tant que client, l'entreprise, elle n'est pas responsable. Donc le freelance doit vraiment se mettre ses propres limites. C'est d'ailleurs pour ça que, comme le télétravail, tout le monde n'est pas fait pour être freelance. Oui, à ce sujet, d'ailleurs, je vous recommande les travaux de Marc Loriol, qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, la santé au travail, notamment des indépendants. Donc c'est un vrai risque. Notamment, il me semble que l'entreprise qui les emploie pourrait également apprendre finalement aux freelances à se comporter comme un salarié. C'est-à-dire un salarié classique qui va rentrer, pour les plus chanceux, à 18h chez lui le soir et ne pas travailler le week-end. Rodolphe, tu voulais réagir ou tu as juste le micro? Les deux. Je vais juste rajouter que un des problèmes qui se crée avec les freelances, c'est quand arrêter de travailler aussi. C'est pour ça qu'on voit l'émergence de ces collectifs. C'est pour ça que les coworking space sont très utiles pour séparer la maison, là où on habite, de là où on travaille, même si on n'a pas de bureau en nom propre, parce que on peut toujours plus travailler. C'est le travailler plus pour gagner plus. Si vraiment on arrive à l'objectif avec un tarif horaire, on est vraiment avec les deux pieds dedans. Donc quand s'arrêter est un vrai problème, et je pense qu'on va... Des études ont été faites, et pour un certain type de métier technologique, on va devoir attendre un peu pour que, tel un métronome, les gens trouvent la limite haute et la limite basse à quoi faire. Moi, je connais des personnes qui aiment travailler énormément 3 à 6 mois par an, et après, le reste de l'année, ils vont réfléchir à d'autres thématiques, ils vont travailler sur des projets perso qui ne ramènent aucun revenu financier. Donc, on revient sur le rythme du travail. Est-ce que le rythme du travail doit être cadencé et quelque part posé par l'employeur, c'est-à-dire l'entreprise qui va aider à poser, ou est-ce que la personne va avoir un rythme soit familial, soit au niveau de l'exploration, soit au niveau de l'apprentissage qu'elle souhaite avoir, qui dit « je travaille beaucoup maintenant, moins après », ou alors faire quelque chose de plus lisse. Et cette méthode un peu à la carte est intéressante, puisque chaque personne aura une réponse différente. Oui, en fait, on est sur quelque chose qui va un peu au-delà du contrat de travail, finalement. Les rythmes de travail, ça reste une question importante dont se saisir aujourd'hui. Je prends une autre question. On parle beaucoup... bonjour, Clara Morlière du CIGREF. On va faire un groupe de travail sur justement l'environnement du salarié à 5 ans. Donc, cette conférence était très intéressante. Moi, je suis étonnée, on parle beaucoup de salariat, d'entrepreneuriat, de freelance, mais on n'a pas beaucoup parlé d'ubérisation des métiers. Ces fameuses plateformes qui proposent aux taxis, aux coiffeurs, mais aussi, pourquoi pas, à d'autres personnes, d'intégrer les entreprises et d'avoir ce nouveau titre, cette nouvelle... Quels sont les usages pour vous dans ce contexte ? Alors l'ubérisation, ça parle à tout le monde. On essaye d'éviter ce terme à WeShare parce que ça a été un petit peu galvaudé. Donc on peut peut-être préférer parler de plateformisation par exemple, ou juste de changement de métier, parce que finalement il n'y a pas forcément grand-chose de nouveau dans ces plateformes. Quelque chose sur cette question, sur les changements des métiers. Moi j'ai une approche plutôt pragmatique là-dessus, au sens où je pense qu'il y a des marketplaces, comme Comet, comme d'autres, qui se mettent en place pour arriver en intermédiaire entre les personnes qui souhaitent faire un travail et les entreprises qui cherchent ça. Aujourd'hui, on a parlé de thématiques françaises. Il y a aussi une marketplace plus internationale où, effectivement, des personnes de pays tiers peuvent devenir des intervenants de choix pour les sociétés et ce qui va se passer. Donc, je pense que ça ouvre un nombre d'opportunités incroyables, aussi bien à l'international. Et ça pose la question de la formation continue chez les freelances, qui doivent continuer à se former, à travailler leur réseau et travailler leurs compétences pour être très pertinents dans le contexte 2017 des entreprises françaises, puisqu'aujourd'hui, en utilisant des plateformes anglophones, vous pouvez trouver des personnes partout pour arriver là-dessus. Pour moi, c'est une réalité du marché dans lequel on vit,
Et donc l'adaptation doit se faire dans les deux sens. L'entreprise a l'avantage d'aller chercher ce travailleur flexible, et les travailleurs doivent du coup monter en compétences pour être très spécialisés, travailler leur réseau et être plus flexible encore et plus disponible encore. Il y a un autre visage de l'ubérisation des métiers, c'est qu'aujourd'hui, une compétence technique, elle est sujet à l'obsolescence programmée. Donc en fait, le marché du travail, un humain aujourd'hui va constamment se réinventer, changer de travail, etc. Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu, et c'est ce que disait Olivier au départ, qui tient à l'école. Aujourd'hui, l'école doit former à l'hybridation du travail. Peut-être que le premier emploi demain d'un étudiant d'école de commerce ou d'université, ça va être freelance. Il faut qu'il développe des compétences qu'aujourd'hui l'université et les écoles ne forment pas. Enfin, savoir s'autogérer, développer les compétences du 21e siècle qui sont la capacité à résoudre un problème, la capacité à travailler en équipe, la communication, la créativité, qui font qu'ils pourront toujours rebondir et répondre à cette exigence de réinvention constante. C'est pas assez présent dans les programmes et dans les pédagogies. Voilà, il y a vraiment aussi l'ubérisation des métiers. Elle commence à l'école. Simplement une réaction à ce sujet, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. La volonté, en tous les cas, de l'entreprise, de la nôtre, c'est d'embaucher ces personnes-là aussi, hein, et c'est de trouver aussi des modes de collaboration, qui soient des modes de collaboration qui soient sur le long terme. Donc voilà, par rapport, en tous les cas, à la demande qui peut être faite de l'entreprise, il n'y a pas du tout d'ambiguïté sur cette question. Et moi, je voudrais juste rapporter un autre, peut-être un regard un peu complémentaire. C'est intéressant de faire entrer des nouvelles compétences, de nouveaux métiers via des freelances. Il y a aussi un gisement assez considérable qui n'est pas beaucoup exploité à l'intérieur des grands groupes. C'est les employés eux-mêmes, les salariés eux-mêmes, qui savent faire un certain nombre de choses, mais qui sont mis dans des catégories assez cloisonnés, assez fermés, et qui derrière n'ont pas de moyens d'expression. En tous les cas, nous, c'est quelque chose qu'on voit et dont on est assez convaincu au sein des activateurs, c'est il y a des gens qui savent faire plein de choses, qui ont envie d'apprendre plein de choses à l'intérieur de l'entreprise, mais voilà, on ne leur donne pas cette possibilité-là, et ne leur donne pas le moyen de s'exprimer. Alors, ils essayent de le prendre de temps en temps, mais ce n'est pas toujours très très simple. Voilà, enfin voilà, il y a un vrai gâchis de talent quand même dans les environnements. Le recours au freelancing, tout à fait d'accord, tout à fait pertinent, tout à fait nécessaire, et on part d'impact et de réactivité en parlant là-dessus. N'oublions pas l'autre partie, quoi. Alors, je laisse Alexandra conclure, et puis en fait, je ne vais pas prendre de dernière question parce que j'ai entendu le bruit de la bouteille là-bas, et donc je pense qu'on va s'arrêter là. Alors du coup, je vais conclure avec Gaston. Gaston, c'est un hacker du travail avant l'heure. C'est un génie créatif incompris. Et effectivement, je voulais rebondir en fait sur ce que tu disais, Olivier. C'est important de devenir agile au-delà des murs, mais il ne faut vraiment pas oublier ceux qui sont à l'intérieur. Merci. On va pouvoir se détendre un peu, mais je prends 20 secondes. Hop. Excusez-moi. Allez-y. Merci beaucoup pour cette belle table ronde. Je ne vais pas vous prendre du tout trop longtemps. Je tenais simplement à un petit mot de la fin. Il y a une chose importante que nous, on dit souvent quand on rencontre justement des grands groupes et aussi pas mal de startups, mais c'est qu'on parle tous de futur du travail, du futur des organisations, mais en fait c'est extrêmement présent. Ça se conjugue au présent parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est déjà d'actualité partout. Donc en fait, notre rôle, il est non seulement de garantir justement, de permettre à nos freelances d'avoir des missions toute l'année, ça c'est une mission très opérationnelle, mais il est aussi
non pas d'évangéliser, parce que le mot est un peu passif, mais plutôt de faire rayonner justement le fait qu'on peut agir dès aujourd'hui, qu'on peut dès aujourd'hui mettre en application des guidelines concrètes, comme on a pu recevoir lors de la table ronde. Donc un grand merci à tout le monde. Je voulais remercier WeShare personnellement et au nom de Comet, parce que merci beaucoup d'avoir organisé ce matin l'événement avec nos équipes, et merci beaucoup à Annabelle et à Lyon Exécutif, parce que de nous recevoir et de co-organiser avec nous l'événement. Je pense qu'on réitérera l'expérience, et j'aime l'idée d'être en petit comité, parce qu'on peut interagir, et on se permettra de faire un petit mail fonction aussi de l'accord qu'on a, mais je pense que ça peut être pas mal de continuer l'échange avec WeShare, avec Lyon, avec Comet, et aussi avec les intervenants de qualité qu'on a eu aujourd'hui. Donc merci aussi pour cette belle animation, et enfin vraiment. Donc on va peut-être prendre un peu de temps pour rediscuter de manière individuelle ou collective tous ensemble, et puis ensuite on retournera changer le monde tous ensemble, quoi. Bonne journée à vous, à bientôt.